Jill Tyson, t'es le premier, hein, je te cite. Hein. Je cite le premier. Euh, Jill Tyson. Bonjour, bonjour à tous. Très bien, très très bien, très bien, très bien. Tac. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oula, oula. Voilà. Alors les gars, bah, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Comment tu vas, Criso? J'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous avez commencé à travailler pour ceux qui travaillent, hein, pour ceux qui bossent. C'est important. Tac, tac, tac. Toujours une question qui me taraude l'esprit, les gars. Je sais pas vous, mais ça m'obsède quand même. Hein. Est-ce que Mvutson a commencé le travail? Parce que c'est quand même intéressant. Ça veut dire que c'est bien beau de la fumer 2 mois, mais il faut qu'on voie les résultats, quoi. Est-ce qu'elle a commencé le travail? Qui suit sa page ici? Parce que moi, je la suis plus. Elle tourne en rond. Moi, je vous dis, j'ai fini par la bloquer parce qu'elle me taguait sur des trucs à la con. Elle me tague sur une page où elle est incapable d'aller chercher mon nom, quoi. C'est hallucinant. Je dis, mais attends. Elle me tague, je me dis, tiens, il y a peut-être un truc pour moi, quoi. Non, c'est pour me dire qu'il n'y a pas mon nom sur une liste où il y a mon nom. Bref, j'ai trouvé que je trouvais que ça commençait à être ridicule pour arrêter le massacre. Je l'ai bloqué, hein, je l'ai bloqué. Donc, je, je vois plus sa liste. Si tu es incapable d'aller chercher un nom sur une liste, c'est grave, quoi. Quand même, c'est grave. Ça veut dire que c'est déprimant pour l'espèce humaine, hein, je vous dis. Hein. Des choses comme ça, c'est déprimant pour l'espèce humaine. Donc, je sais pas vous, mais bon, à un moment donné, ça commence à me gaver, surtout que là, au niveau boulot, je rentre dans le dur. Voilà, voilà. Je rentre dans le dur, je rentre dans le dur. Donc, ce qui fait que je me suis mis un petit peu aussi à publier quelques anciennes vidéos statistiques, hein, parce qu'il y a des gens qui me sont dit non, on veut des lives constructifs ou je sais pas quoi. Bah, moi, je l'ai fait. Hein, c'est déjà pour montrer que je l'ai souvent fait. Parce que les gens pensent qu'on est venu sur Internet pour faire le Japap. Non, à l'origine, je suis venu sur Internet apporter ma contribution à l'évolution de la connaissance des Camerounais, point à la ligne. À la base, c'est ce qui m'a beaucoup animé, c'est ce qui m'a animé sur Facebook. Donc les gens, peut-être quand ils nous voient englués dans un Japap, ils pensent que c'est peut-être pour ça qu'on est venu sur Internet et ils font des confusions à la con. Bah non, non, non. Donc je publie quand même des anciennes vidéos pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne, pour qu'ils voient ce qui était l'essence de la chaîne. Hein. C'était ça l'essence de la chaîne. Voilà. Et donc, celui qui va apprendre, apprend. Celui qui pense que c'est trop compliqué pour lui, mais que ça peut être utile pour des jeunes qui le connaissent, bah, ma foi, c'est aussi ça, quoi. Hein. Vous pouvez informer les gens de venir s'inscrire pour apprendre. Bah, vous savez, j'ai un jeune qui m'a écrit hier parce qu'il a fini sa formation d'ingénieur. Et donc, il m'a écrit parce que bah, il m'avait écrit par WhatsApp il y a quelques années de ça, il y a 2 ans de ça, pour me dire qu'il était en alternance. Et il a retrouvé mon numéro sur la page de Woodson. Il m'a écrit pour me remercier parce que son parcours, voilà quoi, il a été inspiré par les conseils que j'ai donnés dans mes lives. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a du bon et du meilleur en Serge. Si tu veux le mauvais de Serge, bah, tu auras le mauvais de Serge, c'est clair et net. Si tu veux le bon de Serge, tu auras le bon de Serge. C'est toi qui choisis, mon coco. Si tu choisis de faire le con, bah, ma foi, tu auras le mauvais de Serge, quoi. C'est tout. Et donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent à s'en inspirer. Moi, j'ai des gens qui ont monté leur revenu en étant consultant.
Parce qu'ils m'ont suivi, ils sont rentrés en contact avec moi, ils ont essayé de comprendre comment je faisais, quoi. Je parle des affaires de 2017-2018. Et ceux-là, ils ont monté leurs revenus, hein, ils savent très bien. Et puis, bah, vous avez des cons qui sont là. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. C'est des connards, pareil. Quand on vous dit que vous êtes débile et que vous êtes condamné à être débile et que vous méritez d'être débile, bah, on peut rien y faire, hein, voilà quoi. Donc, cette note de calcul n'a pas objectif de déterminer les besoins. Voilà, donc. Alors, ceux qui suivent un Woods en même temps qui me suivent, est-ce qu'elle a commencé à travailler? Est-ce qu'elle a trouvé un boulot? Est-ce que ce jour-là, c'était une petite journée de bénévolat? Elle a filmé son badge, elle a trompé tout le monde. C'était quoi exactement là? Moi, je comprends plus rien, moi. Moi, je veux absolument qu'elle aille travailler, hein. Bah voilà, il y a Christian là qui est un chef d'entreprise en commentaire qui disent ceux qui pensent qu'ils sont très mal payés dans leur boulot peuvent venir avec leurs compétences, hein. Si vous êtes compétent, bien sûr, il ne va pas vous embaucher pour aller vendre de l'eau glacée, hein. Il embauche que des ingénieurs, Christian. Donc voilà, si tu es vendeur d'eau glacée, tu passes ta route. Tu vois, donc tu viens, tu as des compétences, tu es mal payé, tu appelles Christian. Ben, il va te faire, vous allez ensemble trouver un projet, il va t'accompagner et puis ma foi, voilà quoi, c'est ça. Donc il y a pas que des nullards sur cette chaîne. Donc je disais tantôt qu'effectivement, bah, j'avais mis, j'aurais moins de temps maintenant, hein. J'aurais de moins en moins de temps, ce qui est normal, parce qu'on est quand même payé, hein. On est quand même payé. Tu vois, il y a des gens comme Christian, comme ça en commentaire, qui sont des patrons. S'il me voit faire des lives à longueur de journée alors que j'ai commencé à travailler, il va pas me recruter le jour où j'en aurai besoin, hein. Donc voilà, voilà quoi. Et donc Christian qui dit là qu'il a des demandes en ce moment. Voilà. Donc il a des demandes, il a des demandes, il a énormément de demandes. Mais je sais qu'en ce moment, oui, hein, les demandes, il y en a un paquet, quoi. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Vive le métier d'ingénieur, quand même. Vive le métier d'ingénieur. Il vaut mieux être ingénieur bracata que d'être laveur d'assiettes de luxe, hein, pour votre info. Dans l'absolu, il vaut mieux être ingénieur bracata que d'être chômeuse de luxe, hein. Il vaut mieux. Il vaut mieux être ingénieur bracata que d'être chômeuse de luxe. Ça, c'est clair et net. Quand je dis chômeuse de luxe, vous savez, le type de chômeuse là le type de chômeuse qui compte sur les dos du mari, quoi. Voilà. Donc il vaut mieux ça, quoi. Il vaut mieux. Donc voilà, il y a Christian en commentaire. Il y a été un semblant de badge. Ah oui, ben là, j'attends toujours les news, quoi. Je veux savoir si elle a trouvé un boulot. Il y a même ma feu là qui est en commentaire qui peut embaucher Marlène, hein. Ma feu, c'est une femme d'affaires. Une directrice marketing pour son business peut ne pas être mauvais, hein. Donc, peut embaucher. Il y a des gens qui peuvent embaucher, mais il faut que cette greluche trouve du boulot assez rapidement. Il faut qu'elle trouve du boulot assez rapidement, hein. Ça- Et je pense que ceux qui l'aiment doivent lui donner le même conseil, hein. Il n'y a rien de plus, il y a rien de plus gratifiant que le travail, les gars, je vous dis. Il n'y a rien de plus gratifiant que le travail. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se complaire dans le chômage. Je ne comprends pas. Moi, ça me dépasse. Je dis, putain, il y a une année, je vous dis, j'ai fait 2 mois ou 1 mois et demi sans travail, je suis devenu fou. J'ai dû gifler une meuf, je me suis retrouvé au commissariat, les gars. Parce que, je vous dis que, moi, je suis pas violent de base. Je peux me disputer avec quelqu'un, je vais jamais avoir envie d'aller bagarrer. Mais, je me suis retrouvé au commissariat parce que j'ai giflé une gars. Juste, je l'avais appelé, elle n'a pas répondu. Tu perds confiance. 2 mois de chômage, mon frère. Mais, je sais pas comment les gars font. Je sais pas.
Heureusement, j'ai quand même un bon métier parce que si j'avais un métier où tu peux faire 6 mois, ouah, je me serais déjà suicidé, mon frère, je me serais déjà suicidé. Je me suis retrouvé au commissariat pour une gifle de meuf, alors que je ne suis pas violent du tout, hein. Je suis pas violent du tout, quoi. Ça m'était jamais arrivé. Je me suis retrouvé au commissariat, les effets du chômage. 2 mois, 2 mois, 2 mois. Là, parce que si je vous raconte l'état dans lequel j'étais, je ne vous dis pas le nombre de temps où j'ai chômé, vous allez croire que j'ai chômé 5 ans, quoi. Je vous jure, je vous raconte l'état dans lequel j'étais. Si je ne vous donne pas si je ne vous dis pas à l'avance, honnêtement, que c'était un chômage de même pas 2 mois, vous allez croire, salut Bas, comment vas-tu? Vous allez croire que je vous décris là un chômage de 3 ans minimum, quoi. Non, c'était quelques jours, les gars. C'était quelques jours. C'est hallucinant. Donc, donc c'est pour ça que je dis chapeau aux gens qui préfèrent pas travailler. Je dis chapeau. Que tu lèves comme ça, ton téléphone ne sonne pas, t'as pas de réunion de prévu, t'as pas de décision à prendre, t'as pas de personne qui t'appelle pour te demander un conseil, t'as pas un truc compliqué à gérer parce qu'on est coincé quelque part. On dit oui Serge, on a. Non gars, c'est chaud. À l'époque où j'étais consultant à mon compte, un salarié, à l'époque où j'étais consultant salarié, il arrivait souvent qu'entre deux projets, tu as au moins une période de 3 semaines, un mois quoi. En fait. 3 semaines, un mois. Parce que tu attends que la boîte te trouve une mission, quoi. Donc, c'est pas toi-même qui trouve la mission. Tu attends que la boîte te trouve une mission. Et je peux te dire que c'était souvent bizarre de te lever le matin, tu n'as aucun coup de fil, quoi. Tu te lèves là, tu passes la journée, ton téléphone ne sonne pas. C'est là où j'ai compris ce qui arrive à un ministre quand on le vire du gouvernement. C'est-à-dire qu'un ministre travaille et qu'il y a comment dire, il y a un décret qui sort, je veux dire, on appelle remaniement du gouvernement. C'est là où j'ai compris. C'est horrible. C'est horrible, quoi. Rien qu'à mon petit niveau, là, dans les décisions qu'on prend quotidiennement, les réunions de management qu'on doit faire, rien qu'à mon petit niveau. Déjà, je vous parle des années, je vous parle de 2015, 2016, hein, parce que moi, je suis indépendant depuis 2020. Depuis 2020, je suis indépendant. Mais je vous parle de 2016. Je vous parle de 2016, quoi. Donc là, vraiment, on était contract manager et tout, machin bidule. Tu te lèves le matin quand ta mission, donc ton projet s'est terminé, ta boîte ne t'a pas encore proposé un nouveau projet. Donc en gros, tu es en intercontrat, c'est-à-dire que tu es à la maison, mais tu es payé quoi. Ben, tu n'es pas payé pareil. En tout cas pour moi, j'avais une grosse partie qui était variable dépendant de la mission. Donc tu n'es pas payé pareil, mais c'était pas ça le plus dur. Non, le plus dur, les 3 semaines où tu es à la piole, c'est que le seul coup de fil que tu as, c'est on te propose une mission là, machin, mais tu n'as plus de décision à prendre. Tu n'as plus de réunion où tu es déterminant pour avancer, quoi. C'est terrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc c'est pour ça que je comprends parfois les ministres, quand on les vit, ou un ancien président, je comprends parfois. Alors que nous, on est à un petit niveau, hein. Là, je vous parle alors pour un président, je comprends pourquoi les gars, quand ils y sont, ils veulent pas partir, parce qu'après, c'est le vide. C'est terrible, c'est dur. Je me mets à la place d'un ancien président, mais c'est horrible, c'est horrible. Du jour au lendemain, mais t'es plus personne, quoi. Regarde, du jour au lendemain, t'es plus rien. On t'appelle, peut-être on va t'appeler Monsieur le Président, c'est à titre honorifique, mais voilà, quoi. Le nouveau président, dans la Constitution, il peut te consulter, mais tu sais très bien qu'il te consulte, mais il fera ce qu'il veut, tu peux pas lui donner un ordre, quoi. Tu n'as plus de décisions, tu n'influences plus en rien. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc moi je dis chapeau les mecs qui prétendent avoir des compétences et qui restent à la maison, quoi. Moi je leur dis chapeau les gars. Je sais pas comment vous faites. Je vous dis moi 2 mois à la maison, j'ai giflé une fille. Ah, alors que je suis pas violent, quoi. Ça, j'aurais pu même tuer carrément, quoi, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Tu sais pas ce qui se passe dans ta tête, quoi. Tu sais pas. Et tu te retrouves. Et là, c'est quand tu te retrouves en cellule, tu te dis mais qu'est-ce que je fous ici, quoi. On est un matin en semaine. Tes collègues sont au boulot. Ils sont à la défense, ils sont, je sais pas, ils sont dans des immeubles de Paris, là, dans les grands immeubles de Paris. Ils y sont, ils prennent des décisions. Et toi, t'es où? T'es en cellule parce que t'as giflé une meuf, parce que t'as pas digéré. Non, c'est là où tu arrives au fond, quoi. Tu arrives au fond, tu te dis putain, c'est pas possible. C'est là que tu te dis, il faut te calmer, quoi. Voilà. Mais heureusement, c'est des problèmes que je n'ai plus parce que quand tu es indépendant, tu anticipes. Et donc, en général, voilà. Moi, j'ai moins de périodes d'intercontrat depuis que je suis indépendant. Donc, pour ceux qui ont peur de quitter le CDI, je peux vous garantir une chose. J'ai moins de périodes d'intercontrat depuis que je suis indépendant
qu'avant. Quand j'étais en CDI, j'avais toujours un intercontrat d'au moins 3 semaines. Mais au moins, tu travailles, tu as ton téléphone qui sonne, on t'appelle pour te proposer des missions. Tu dis ça me plaît, ça me plaît pas. Ouais, je vais passer une réunion de qualification, voilà, machin. Voilà, tu as quand même un petit truc. Mais bonjour, Sylvian, comment vas-tu? Moi, bon début de semaine à toi aussi. Et d'ailleurs, bon début de semaine. On souhaite aussi bon début de semaine à Woodson en espérant qu'elle ait trouvé un travail, parce que quand même, il faut qu'elle travaille, quoi. Il faut que les Camerounaises arrivent, comment dirais-je, à cesser de nous foutre la honte en Europe, quoi. Tu vois? Il faut qu'elle trouve un boulot, cette connasse. Elle trouve un boulot. Elle a le droit de publier les conneries qu'elle veut publier, mais à la fin de la fin, il faut que tu publies, il faut que tu trouves un travail si tu veux te rattraper. Franchement, l'une des rares solutions pour te rattraper, c'est de trouver un travail. Même si c'est un boulot de merde. Je peux comprendre que, moi j'ai vu des gens qui ont commencé à m'appeler, qui ont commencé à dire que j'étais payé pour saboter Marlène Mvuto. J'ai l'impression que ceux qui la défendent aujourd'hui voyaient en elle un avenir politique. Moi je pense, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que les gens voyaient en elle un avenir politique. Parce que c'est quand même curieux, hein. C'est quand même curieux quand on voit, quand on me dit que je suis payé pour déstabiliser Woodson. Comment elle allait faire? Quand tu deviens candidat à une élection, tu es scruté jusqu'au poil. À un moment donné, on allait bien lui demander ton doctorat, là, tu l'as chopé où? Qui est ton maître de thèse? On va aller l'interviewer. Je sais pas, moi. Je suis un peu. Je comprends que les mecs. Bah oui, les mecs, ils savent pas faire. Ils savent pas faire. Donc, bah, s'ils veulent, s'ils veulent, ils restent détracteurs, c'est leur problème, tu comprends? Nous, on vient ici quand même pour que les Camerounais. On essaye d'élever les Camerounais, mais bon, les Camerounais, ils préfèrent des bêtises, quoi. Voilà, ils préfèrent les conneries. Tant mieux pour eux, quoi. Ils prennent tout pour un jeu. J'ai vu un gars, je commentais avec un mec qui m'a dit non, 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 Serge, moi, tous les affaires que les gars disent, machin, non, c'est juste que quand tu insultes un Woodson, moi, je te hot aussi. J'ai dit, mais mon ami, on n'est pas dans un jeu, mon gars. Ce que j'ai affiché sur elle est réel et c'est irréversible. Donc, si tu la soutiens dans ces conneries de tu n'es pas ingénieur, tu manques machin bidule, alors que tu crois le contraire, parce que tu crois que c'est un jeu, désolé mon ami, à la fin du film, on va pas dire on arrête de filmer, on reprend tout comme c'était avant. Non. Non, non, il n'existe plus un film sur Internet où Jolson, hein, où Gaëtan Jolson, comment dire, est ingénieur. Ce n'est pas possible. Il n'existe plus de film où il sera ingénieur. Il n'existe plus de film où Woodson est docteur. C'est terminé. C'est terminé. Il n'existe plus de film où Jolson était était un juif issu d'une famille bourgeoise et qui plus est ingénieur. Ça n'existe plus. Ce n'est pas un jeu, les gars. Ce n'est pas un jeu. Ce film-là est terminé. Est-ce que vous comprenez ça? Je parle aux gens de Woodson qui sont là dans des caricatures et des insultes en croyant ça ne peut rien changer. Ça ne peut rien changer. Dans l'absolu même si moi-même je n'étais pas Henge, d'accord? Ça ne changera rien pour elle. Pour elle, c'est fini. C'est vous qui pensez qu'elle avait un avenir politique, mais moi, je n'ai pas d'avenir politique, je m'en bats les couilles. Je suis manutentionnaire en France. Bon, très bien, c'est pas grave, la bonne affaire. Mais elle, si vous croyez qu'en m'attaquant, vous allez la retrouver, c'est fini, mec. Il n'existe plus de film où elle va venir vous dire qu'elle est rentière, c'est fini. Tous les boulots avec qui je discute de cette affaire, à part la connasse de Suze, qui elle-même connaît la vérité, mais défend le village. À part la connasse de Suze, tous ceux avec qui je discute de cette affaire, pour elle, pour eux, c'est plié pour Woodson. Les démonstrations que j'ai faites sont implacables. Donc, il n'y a pas d'acharnement contre un individu. Il y a un individu qui s'acharne pour les autres pour éviter d'affronter sa triste réalité. C'est ce qu'on appelle les derniers soubresauts d'un petit monstre à la renverse, quoi, tu vois. Ça ne changera rien. Rien du tout. Vous comprenez? C'est irréversible. Voilà. C'est important que vous le mettez en tête. Donc, vous pouvez m'attaquer, vous allez dépenser de l'énergie. C'est de l'énergie inutile. Ça ne va pas la sauver. La seule façon qu'elle se sauve, c'est qu'elle trouve un travail. Qu'elle montre qu'elle s'est insérée socialement. C'est fini le film. C'est fini le mensonge. C'est bon. Libère-toi, va travailler. Libère-toi, je te jure, le travail. Si tu me vois un mec comme moi, toutes les attaques ne font rien sur moi, c'est parce que je sais ce que je vaux.
T'imagines? Toutes les attaques, il n'y a rien. Vous avez même essayé de me faire passer pour, je sais pas moi là, un voleur des cartes, machin, bidule. Ça ne marche pas. Ça fait 10 ans, les gens me suivent sur Internet, les mecs savent que je travaille et que si je parle fort, c'est parce que j'ai tout mis la valeur travail devant et c'est pour ça que je parle fort. C'est parce que je travaille. Si je peux, vous avez son habitude du couple mixte où l'homme est soumis à la white parce que la plupart du temps, c'est la white qui gagne plus que le black. Mais ce n'est pas mon cas, mec. Ce n'est pas mon cas. Ma white, si elle me jette, elle va avoir un niveau de vie plus faible qu'avec moi. Je ne dis pas que ça garantit, je dis pas que ça justifie qu'on garde. Hein. S'il n'y a plus d'amour, il faut se séparer. Ça va de soi. Mais la logique, c'est quoi? C'est que moi, j'ai les moyens de ma politique, j'ai les moyens de me refaire. Ça veut dire que quand bien même une meuf me jetterait aujourd'hui, mais mon ami, vous êtes combien là sur Internet qui rêvera d'avoir un Joe comme moi? Vous êtes combien derrière là à surveiller vos fins de mois, mais qui rêverait d'avoir un Joe comme moi? Vous êtes combien? Un paquet. Si j'étais dans la logique aujourd'hui de répondre à toutes les sollicitations gésirales que j'ai inbox, il me faudrait un plein temps pour les grimper toutes. Je vous dis, je recommence ici, je vous dis, hein, il me faudrait un plein temps pour les grimper toutes. Donc c'est pour dire que vous insultez là sur Internet, que wow, machin, ça marche pas. D'ailleurs, vous êtes parti sur une publication, dit que je le mets sur mon salaire. Le lendemain, j'ai eu vous avez mis mon numéro sur Internet, j'ai eu 3 personnes qui m'ont écrit pour me demander les dos. Évidemment, je ne leur ai pas répondu. Tu vois, on m'attaque sur Internet. Je n'ai même pas vu à quoi tu sers. Tu n'as jamais partagé ma moindre page. Et bam, tu viens me demander, tu viens me poser tes problèmes. On t'a dit que je suis là. Limite, si je dois même, dans l'absolu, comprendre les problèmes de quelqu'un, c'est quelqu'un qui soutient mon action sur Internet depuis un moment. Limite, c'est ça. Les inconnus qui viennent m'écrire. Les rares fois où je le fais, oui, les maladies, histoire de maladies, je comprends. Quand tu as quelqu'un qui te balance une ordonnance en te disant que c'est une question de vie ou de mort, c'est 40 euros, tu te dis, ouais, c'est un prix d'un restaurant, tu sauves une vie. Bon, voilà, pour ta conscience, tu donnes. Ça arrive. Mais pourquoi je vais te donner d'eau? Je te connais pas, mec. Tu es parti voir m'insulter quelque part. Tu as fait quoi déjà? Tu as fait quoi? Tu as juste pris mon numéro, tu as dit non, le gars, c'est à l'argent. Même si les gens racontent les causes, je vais lui demander non. Mon ami, j'ai une action sur Internet. Montre-moi que tu soutiens l'action que je fais sur Internet pour que j'ai le sentiment que toi, au moins, on partage les mêmes valeurs. Je ne donne pas mon argent à des connards. C'est pour ça que j'ai rien donné à Suze, par exemple. Tu comprends? Je ne donne pas mon argent à des gens qui sont débiles. Quand tu es débile, j'ai du mal à te donner du pognon. Je suis très radin avec les gens débiles. Par contre, quand une gars, son cerveau fonctionne, c'est open bar. Moi, j'ai fait venir Stella, je lui ai rien demandé. Quand elle est arrivée, enfin, je lui ai donné ma carte, je ne contrôlais même pas ce qu'elle faisait. Je lui donne ma carte. Je ne contrôlais même pas. Parce qu'elle a un cerveau. Si c'est elle qui dépense mes dos, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est une idiote, ça m'énerve. Quand c'est une inconsciente, ça m'énerve. Parce que je sais que c'est une bosseuse. C'est pas une qui va rester là à attendre que les choses se fassent. C'est une personne qui aime l'activité. Donc je pouvais lui donner ma carte gold sans problème. Il y a des mois où elle pourrait dépenser même 1500, 1800 même sur mon compte. Sans problème. Sans problème. Quand tu as un cerveau, j'ai aucun problème. Mais quand tu es débile, même te donner 1 euro là, c'est chaud. Donner 1 euro à quelqu'un comme vous tout, ça a commencé comment, mon frère? Ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Mais bien sûr, bien sûr. Suisse a une politique, c'est de dire que je ne veux pas. Attendez, attendez, qu'on soit bien clair. Je ne suis pas en train de saboter Suze parce qu'elle soutient Woodson. En soutenant Woodson, elle devient une fille quelconque. Et pourquoi je dis ça? Parce que pendant longtemps, je l'ai laissé avoir un narratif qui consistait à dire aux gens, parce que voilà, c'est moi, je suis sport. J'ai laissé Suisse dire aux gens que je l'ai dragué ma barrée. Alors que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi? Parce que je sais que c'est dans l'essence des hommes de draguer des nanas et de se faire barrer. C'est pas grave qu'une nana me dise, je sais pas, que la tontinade Marseille fasse un post pour dire Serge m'a dragué, je l'ai barré. Ben, c'est pas grave, elle se rajoute aux 94% des meufs qui m'ont barré dans ma vie. Je rappelle que pour les hommes les plus beaux d'entre nous, le taux de succès, ça tourne autour de 5%. Le taux de succès, c'est à peu près 5%. Alors que chez les femmes, c'est 95%. Même la femme la plus moche a un taux de succès supérieur à l'homme le plus beau. C'est-à-dire que même la femme la plus moche, si elle vise 100 hommes, elle peut se faire grimper par la moitié. Je parle de la femme la plus moche. Alors qu'un homme le plus beau, sur 100 femmes qu'il vise, à part si tu t'appelles Brad Pitt ou Tom Cruise, ça c'est autre chose quand même, hein, ça c'est autre chose. Mais sinon, pour la plupart du temps, un homme, quand il sollicite, sur 100 femmes, il va avoir 5 personnes. C'est un pourcentage énorme, 5%, hein, c'est gigantesque. Parce qu'il faut gérer quand même 5 GZ. Donc, donc c'est pour dire que dans l'absolu, c'est pas grave qu'une fille dise que tu l'as barrée. Je m'en fous, j'ai pas d'ego. Ça, c'est quand tu considères la fille. Quand tu vois que la fille, c'est une merde,
Mais tu rétablis l'histoire, c'est tout. Tu dis, mais tu vas pas laisser les gens penser qu'une ruine pareille t'a barré. Non, je l'ai fumée, et comme elle ne digérait pas qu'elle est débile et qu'elle s'est dit, putain, je peux pas gérer un mec comme Serge, c'est pour ça qu'elle m'a bloqué. C'est ça la différence. C'est ça le truc, en fait. Vous voyez? Et c'est pour ça que je change l'histoire, parce que non, j'ai pas envie d'assumer ça de la part de quelqu'un qui soutient une voleuse. Pour moi, tu soutiens une voleuse, tu as zéro valeur. Tu vaux que dalle. Tu soutiens une voleuse, tu vaux rien. Je te pisse dessus, je te vomis dessus et je te chie même dessus. Comment tu peux soutenir les gens qui vont habiter dans une maison 22 ans, 22 mois, ils ne payent pas et essaient de venir bavarder sur Internet et la ramènent même en plus. Comment tu peux soutenir ça? On est des gens qui investissent. Peut-être tu as des gens comme les Christian Matip, ils ont peut-être 2 appartements ailleurs. T'imagines, il a bossé toute sa vie, tu sais le temps de travail qu'il bosse comme un malade. On s'appelle souvent, on se raconte nos galères de métier. Mais vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'on vient vous dire qu'on gagne beaucoup, là, vous croyez on reste comme ça, l'argent arrive? Non, mon ami, non, non. Ce n'est pas simple, mon gars. Ce n'est pas simple. Regardez là, il est 20h18. Un vrai Jean, tranquillement, serait chez lui, rentré, en train de se reposer. Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, je suis en train de faire une note de calcul. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui? Tu as un autre Jean, il serait chez lui en train de se reposer. Voilà, je suis encore dessus. Voilà. Donc quand on vient vous dire, vous croyez que c'est facile. Non, ce n'est pas facile, messieurs. C'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile. D'accord? Et donc, oui. Et donc, on fait pas ça. Imagine le gars, il bosse comme un malade. Il prend 2 appartements, il met quelque part. Tu as une Voutou qui vient habiter là 22 mois. Surtout qu'en France, la loi est pour elle. C'est pour ça que je n'ai pas investi dans les biens immobiliers, mon gars. J'ai senti que je pourrais tuer quelqu'un. Je baille mon appartement. Je mets en location. Tant Woodson qui rentre dedans. Elle fait 22 mois sans payer. Non, je vais finir en tôle, gars. Je vais tuer quelqu'un. Là, je vais kill quelqu'un. Même quand je galérais dans ce pays, je n'ai pas eu d'arrêt, mon ami. Même quand je galérais, je suis arrivé en France avec 500 colos. J'ai laissé 3 mois d'arrêt au Crous, au Mans. J'ai réglé ça quand j'étais à Nantes. Là où j'habitais, à l'ICAM, quand j'étais à l'école à Polytech, je suis parti de là pour le stage en février 2008 avec 2 mois de loyer. Parce que je n'avais pas pu travailler. Le début de la 3e année, je n'arrivais pas à jobber. J'étais sur les projets de fin d'études avec des gens. Si j'allais jobber, et comment dire, la note du groupe pouvait baisser à cause de moi. Et j'étais le seul black. Je ne voulais pas être responsable de ça. Donc, je n'ai pas pu travailler entre septembre et janvier. Donc, forcément, à un moment donné, j'avais plus les dos. J'ai réglé ça. J'ai envoyé le chèque quand j'étais en stage au gars. Je vous parle, c'est même pas un individu, hein. À la résidence de l'ICAM, des amis, résidence des amis de l'ICAM qui est à Carquefou. Ça appartient à un groupe, quoi, tu vois, ça appartient à l'école ICAM. Mais quand même, j'ai réglé. Comment voulez-vous que moi, à mon tour, je mets une maison à location parce que la loi française autorise quelqu'un à rester chez moi 2 ans sans payer? Le gars profite, quoi. Non, je sens que je vais kill quelqu'un. C'est pour ça que même quand Platini a laissé son appartement, j'ai dit, gars, vends, parce que je ne voulais pas le stress. J'ai dit, vends les bêtises. Quand il a changé pour aller dans... il a vendu les bêtises. Il pouvait mettre en location. Il aurait gagné de l'argent en mettant en location. Parce qu'il mettait ça en location, le loyer de la zone, en plus, le Grand Paris allait passer par là. Il pouvait facilement même gagner 600 euros grâce à ça. Je vous dis, il prend les 600 euros, il rembourse le crédit d'appartement. Il met le loyer, il rembourse le crédit d'appartement, il a 600 euros qui restent. Gars, on ne voulait pas le stress, mon ami. On ne voulait pas. On ne voulait pas aller arracher. Tu ne peux pas aller arracher la porte comme au pays ici, tu ne peux pas. On ne voulait pas le stress. On a dit, gars, là, on a décidé, il a vendu des bêtises. Donc, c'est pour vous dire que c'est un truc qui me fait tellement peur d'investir dans l'immobilier à cause de ce genre de comportement. Moi, si je veux investir dans l'immobilier, j'investirai plus facilement au state. Parce qu'en 3 semaines, on liquide le gars très vite. Entre le moment où on constate l'impayé et le moment où le shérif prononce ce qu'on appelle eviction, tu vois, l'ordre d'expulsion, il peut y avoir, il peut se passer 3 semaines. 3 semaines. 3. Donc là, moi, je vous dis, hein, si je veux investir dans l'immobilier, je vais investir au state. Sauf si j'investis dans l'immobilier de luxe, mais je n'ai pas les moyens. Si j'investis dans un truc de luxe, oui, dans le luxe, ça paye. Dans le luxe, ça paye. Voilà, les gars payent, ils sont réglo, il n'y a pas de problème. Mais, et moi, j'ai voulu à un moment donné investir pour mettre en Airbnb. Mais vous voyez comment les communes durcissent de plus en plus ces trucs Airbnb. Donc, c'est pour dire qu'à cause des mauvais payeurs, j'ai les dos sur mon compte, mais je ne peux pas investir dans l'immobilier. Comment je peux soutenir une voleuse, une fraudeuse de loyer? Je ne peux pas, gars. C'est plus fort que moi. Il faudrait me torturer, il faudrait me prendre, tu m'attaches, tu prends je sais pas, tu prends l'électrode, tu me fous ça sur les couilles pour que je commence à dire oui, c'est quelqu'un de génial. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible.
Donc, moi, j'ai du mépris fondamental pour quelqu'un qui voit ça et qui ferme les yeux parce que c'est la sœur du village et parce que ce n'est pas toi qui es victime. Parce que je peux te garantir que si c'est toi qui es victime, sœur de village, on n'en parle plus. La nana qui a mis une voûte dehors, c'est une bêtise. Hein. La nana qui a foutu une voûte dehors, c'est une bêtise. Donc, c'est incroyable, ça, quand même. Donc, oui, je ne peux qu'avoir du mépris pour elle. Et c'est pour ça que je rétablis les choses. Non, tu m'as jamais barré. Voilà. Et tant que tu tentes de dire le contraire, tu sais que moi, j'ai dit toujours aux gens que les meilleures preuves comment dire, d'une liaison entre deux personnes, c'est les échanges. C'est les échanges par texto. Voilà. Donc, il faut arrêter à un moment donné de fumer la moquette et de faire le chantage. Toi, tu as compris, et je le dis ici, que tu étais sincèrement. C'était quand même, c'était très dur parfois de discuter avec toi sans pouvoir te fumer, parce que tu ne raisonnes pas du tout, quoi. Je n'ai jamais, j'ai connu des connes dans ma vie, je vous dis, hein, j'ai connu des connes dans ma vie, mais des gens qui ne raisonnent pas. Mais vous savez, il y a des filles, parce qu'elles ont un joli physique, parce qu'elles ont une page où il y a 400 personnes qui les regardent, c'est compliqué de les faire se remettre en question. C'est très compliqué. La meuf, elle pense qu'elle est une autorité. Donc, elle cause avec moi, là, la nana qui est, je crois, elle est aide-soignante, elle oublie qu'elle parle à un ingénieur. Elle oublie qu'elle parle à un mec, ça fait 16 ans, qui gère des projets. Donc, qui a quand même, je vais dire, une vision beaucoup plus large que la sienne. Non. Comme elle a 400 000 abonnés sur Internet, elle croit qu'elle a la vérité. Et parfois, c'était dur de ne pas la fumer parce qu'elle est souvent très fragile aux mots, hein, elle est sensible aux mots, quoi. Pour ça. C'était dur de ne pas la fumer. Et donc, les seules fois où j'ai craqué, je l'ai fumé, c'était la première fois là, par rapport au fait qu'elle me parlait, elle parlait du striptease de Stella. Elle disait que la nudité d'une femme est sacrée. Et je lui ai dit, mais je t'ai vu l'autre jour faire des éloges à Tata Aline. Mais Tata Aline aussi, on l'a vu sur Internet en slip. Ah, mais non, ce n'est pas la même chose. Mais mon frère, comment ça, c'est pas la même chose? Donc j'ai dit j'ai dit non, je ne peux pas. Je l'ai fumé d'abord, elle m'a bloqué la première fois, après elle m'a débloqué. Je l'ai fumé sur ce coup-là. J'ai dit, c'est pas possible d'être aussi conne. Donc pour toi, la seule différence, c'est que l'une était en string et l'autre était en caleçon. Et donc l'une mérite les honneurs et l'autre mérite le déshonneur juste pour ce détail-là. Vous voyez comment le noir résonne parfois? Comment ne pas la fumer par rapport à ça? Parce qu'après, elle va dire aux gens que je suis imprévisible, que Serge peut être bien comme ça, et subitement, il a un tempérament. Je suis sensible à la connerie, alors que je suis insensible aux insultes. Vous pouvez m'insulter 10 ans. Je vous dis, hein, on peut m'insulter 10 ans. Ça ne m'énerve pas. D'ailleurs, les membres de ma famille peuvent vous dire. Je leur dis souvent, quand vous venez me axer les dos, musclez votre argumentaire. Même si à la fin, tu mets le gros cul de ta maman, si ton argument est valable pour que je te scelle les dos, le gros cul de ta maman, je n'en tiens pas compte. Je n'en tiens pas compte. Je vais te donner le pognon. Je vous dis sincèrement, je ne vais jamais refuser l'argent à quelqu'un parce qu'à la fin de la demande, il a dit salopard. Non, je vais lui donner l'argent si la raison qu'il a invoquée, juste je lui donne le pognon. Je suis insensible à l'insulte. J'ai cette chance-là d'avoir été créé comme ça, si je puis dire, que pour te lever le matin, m'insulter, me faire mal, franchement, il faut y aller. Hein. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Pour te lever et me faire mal avec la parole, c'est chaud. C'est chaud, je vous dis. Parce que si ce que tu dis est vrai, gentil. Moi, je me rappelle, euh, quand je faisais quatrième, j'ai embrassé une fois une meuf. La meuf m'a dit que ma bouche sentait. Elle a cru qu'elle m'avait fait mal. Je lui ai dit merci. Elle me dit, tu le prends pas mal. J'ai dit, non, 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 non. C'est une information très importante pour moi. À l'époque, quand je faisais quatrième, c'est vrai que j'étais très négligent avec mon hygiène dentaire. Quand je me levais tôt le matin et qu'on était parti chercher l'eau avec Platini et compagnie, et qu'il était temps d'aller à l'école, je ne brossais pas mes dents. J'ai commencé à prendre le brossage de mes dents au sérieux à cause de ce que la nana m'a dit. J'ai commencé à prendre le brossage de mes dents au sérieux par rapport à ce que la nana m'a dit. Et aujourd'hui, c'est plus moi qui dis parfois aux meufs que la bouche sent. Parce que moi, oui, ta bouche sent, je vais te dire la vérité, je vais te dire, gars, t'as une haleine bizarre. Règle ce problème-là, je ne vais pas faire l'hypocrite. J'ai réglé ça. Donc, pour vous dire que, pour une autre personne aurait pu se sentir blessée dans son amour propre. Non, ça m'a servi de leçon. J'ai compris que oui, merde, Serge, quand tu vas à l'école sans brosser tes dents, c'est pas grave, mais quand tu vas foutre ta langue dans la bouche d'une petite fille, enfin, je faisais quatrième, non, petite fille, j'étais aussi petit gars, attention, hein. Quand tu allais foutre quand tu allais foutre ta langue dans la bouche d'une fille, fais gaffe, quoi. Fais gaffe. Assure-toi que tu as bien brossé tes dents. Et donc maintenant, je ne rigolais plus à mes dents. Parfois, ma brosse à dents pouvait se gâter. Je mets même peut-être 2 jours avant de demander à ma mère de m'en acheter une, hein. Mais là, je ne rigolais plus avec. Donc, parce que j'ai embrassé une meuf, elle m'a dit que ma bouche sentait. Et je l'ai pris au sérieux. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, si je reçois un reproche qui est vrai, c'est une leçon pour moi.
C'est une leçon pour moi. C'est pour ça que mes ennemis sont plus susceptibles de m'améliorer que mes amis. Ceux qui sont sur Internet, qui apprécient déjà le travail que je fais, ça va être difficile qu'ils me fassent évoluer. Alors que ceux qui me détestent, ils vont voir les défauts en moi que d'autres ne voient pas. C'est eux qui peuvent me faire avancer. C'est pour ça qu'eux, ils m'intéressent. C'est pour ça qu'en commentaire, j'aime bien de la parole qu'à ceux qui m'aiment pas. Mais sauf que j'ai rarement des gens qui m'aiment pas avec des vrais arguments, en fait. Ils m'aiment pas, mais je sais pas pourquoi ils m'aiment pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis très insensible à la parole. Pour vraiment m'attaquer, pour vraiment m'énerver avec la parole, il faut se lever le matin. Par contre, mon niveau de susceptibilité à la connerie, non? Non, je veux dire, il est en deçà même des standards des appareils. Si on inventait un susceptomètre pour tester ma susceptibilité à la connerie, il ne mesurerait même pas. Tellement, mon niveau est tellement bas, quoi. Il suffit de peu pour me rendre fou. Il suffit de peu pour me rendre fou. C'est pour ça que vous me voyez parfois en live, je vais craquer, je vais insulter quelqu'un, parce qu'il n'y a que la connerie qui m'énerve. Dès que rien que d'en parler, je suis énervé, quoi. Dès que la connerie me rend malade. Donc si tu veux vraiment m'énerver, viens avec un raisonnement stupide, idiot. Là, tu es sûr que tu vas réussir. Oui, tu veux m'énerver? Fais un raisonnement débile. Mais c'est pas en venant dire ventru, kikinette, manutention. Non, 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 mec, il faut arrêter. Tu perds ton temps, mon gars. Déjà, même en sixième, j'étais dimensionné pour résister à ça. Avec même le Anango de sixième M3 à Fumbo, tu n'aurais pas pu l'énerver avec ça. C'est pas un Anango de 42 ans qui a quand même accompli pas mal de choses dans sa vie, qui est en pleine confiance, que tu vas réussir quand même. Je veux dire, en sixième, j'avais plus de complexes. J'avais plus de complexes en sixième. Déjà, j'ai pas l'argent de poche. Je mangeais le pain le matin, je voyais mes amis manger les beignets, les pains que je chargeais à l'école, je pouvais pas. J'avais plein de complexes quand je faisais cinquième. J'avais pas les chaussures que j'aurais voulu avoir. En fait, j'avais pas ce que je voulais. Quand les amis venaient chez moi, j'étais un peu complexé qu'il n'y ait pas un frigo au salon, que notre salon ne soit pas aménagé, comme on va souvent chez d'autres, on voit. J'avais plein de complexes en sixième. Mais même avec ça, on n'arrivait pas à me torcher. Je vous dis, même en sixième, cinquième, j'avais des complexes. C'est à partir du quatrième que j'ai commencé à mettre des complexes. Je me dis, mais putain, moi je me rappelle, les gars venaient chez moi à Fumbo. On me dit, mais Serge, on n'avait pas de frigo. Je dis, non, mon papa a laissé au frigo à Yaoundé. Oh, les complexes à la con, quoi. Au lieu de dire que non, vous n'avez pas, tu restes tranquille, quoi, tu vois. On me dit, mais vous n'avez pas de frigo chez vous. J'ai dit, non, non, mon père, il a laissé à Yaoundé. Il a laissé au frigo à Yaoundé. J'avais des complexes. J'étais complexé d'être fils d'un pauvre, je vous dis sincèrement. J'étais complexé par la pauvreté. Je vous dis, je pouvais avoir faim. Tu comprends, hein? Alors, je corrige quand même l'histoire. Quand je faisais sixième, j'étais un élève qui demandait beaucoup, comme on dit là. Qui demandait beaucoup. Dès que je voyais un ami avec un pain, je dis, coupe-moi les bêtises. Dès que je voyais quelqu'un avec un beignet, je disais, donne pour moi. Jusqu'au jour où il y a un gars, je me rappelle son nom, il s'appelait Ouchaou. Ouchaou. Il savait que je demande tellement qu'un jour, il était au milieu de la cour du lycée de Fumbo. Je ne sais pas ce qui tenait entre les mains. J'étais en train de venir vers lui. Il me dit, tu veux ça, non? Tu veux ça? Viens, viens, viens. Putain, je me suis senti humilié. Oh là, je devais faire cinquième première année, parce que j'ai redoublé à cinquième. Ça devait être cinquième première année. La honte, la honte, la honte. J'ai compris que, mais attends, je suis catalogué comme celui qui demande, quoi. Et je suis passé directement à l'inverse. Ça veut dire que je pouvais die de faim. Je vois un gars qui chope, je ne lui demande plus. Voilà. Je pouvais d'ailleurs de faim, je vois un gars qui chope, je ne lui demande plus. Donc effectivement, j'étais quand même bourré de quelques complexes. D'ailleurs, même pendant toute ma vie, quand j'allais aux soirées au lycée, je ne mangeais pas dans les villes, je mangeais bien chez moi avant de partir. Toutes les fêtes où on m'a invité quand j'étais au lycée de Fumbo, je mangeais d'abord bien chez moi. Je me souviens un soir, je partais à une fête, il y avait un reste de couscous là, je me gavais, ma mère me dit, mais tu vas à la fête? Tu vas à la fête? Non, j'ai dit oui, oui, j'aime pas montrer que, tu vois, je voulais pas arriver là-bas, il y a que c'est là-bas que je trouve la viande, parce que chez nous, on mangeait pas la viande tous les jours. On mangeait pas la viande. On mangeait l'ombunga, tu vois, d'ailleurs, l'ondolé que je me suis rempli la panse, le jour où ma mère me pose la question, c'était un dolé avec l'ombunga. Je détestais ce truc et je le déteste toujours, l'ombunga. Je ne peux pas m'en sortir. Ça me rappelle des tristes. Il y a des trucs comme la banane malaxée, l'ombunga, le coucou, le couscous aux arachides. Même pas en rêve. J'ai dit même à la maman, à ma mort, je ne goûte plus ces conneries-là. Je ne goûte plus. Jamais. Jamais. Voilà. Donc je disais, c'est pour vous dire que je garde quand même quelques restes, quoi. Donc, quand je partais à la soirée, je mangeais bien, histoire d'arriver là-bas et me comporter. Donc je me servais toujours un petit truc comme ça, les gens vendaient sur moi. Et je me servais toujours un petit truc, une petite cuisse de poulet, deux, trois petites frites, voilà. Alors que ce que je voyais là-bas, j'avais envie de manger, mais bourré de complexes. Je voulais pas qu'on me coche à la nourriture.
Alors qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive chez toi, je mange. Même si tu veux, même si tu veux, tu vas sur Internet, tu dis que tu m'as donné 4 doigts de plantain, je m'en bats les couilles. Tu comprends? Hein? Tu dis, tu me donnes 4 doigts de plantain pour 4 euros, tu viens sur Internet, tu dis que tu m'as nourri. Je m'en branle de ça aujourd'hui. Tu comprends? Mais à l'époque, je m'en branlais pas. Non, non, non. J'avais peur que quelqu'un m'insulte, que je suis venu chez lui manger comme si j'avais jamais vu la nourriture. C'était tellement, tu comprends? Donc oui, j'étais bourré de complexes. Mais pour vous dire que même quand j'étais bourré de complexes, pour m'insulter et me faire mal, il fallait se lever le matin. Parce qu'en matière de coche, les gens, c'est à la fin, c'est moi que les gars voulaient nac. Parce que je gagnais toujours. Les gars, ils envoyaient tout ce qu'ils pouvaient envoyer, je m'en foutais. Mais je leur balançais one. Parce que moi, je n'invente pas l'insulte. Je vais t'observer complètement. Et comme le noir, lui, il ne connaît pas, il n'aime pas accepter la vérité. Je t'observe complètement. J'observe ton entourage. Je te scanne, toi, je scanne ta famille. Tu comprends? Et je te frappe là-dessus. Ça peut être ta mère. Quand on avait tué un pote Bami qui avait une mater, qui avait les fesses comme ça, là, tu sais, les fesses si bien que c'était comme le siège. Tu sais, le genre de mater qui porte l'enfant sur le dos. Elle a tellement les fesses qu'elle n'a même pas besoin d'attacher l'enfant. L'enfant a de quoi s'asseoir. Tu chopes juste le gars, tu le coches par rapport à ça, il devient fou. Donc, quand moi je voulais cocher quelqu'un, je scannais sa famille, je le scannais lui, je scannais sa famille et je le frappais dessus directement. Les gars avaient fait. Non, à la fin, c'est toujours moi qu'on voulait nac. Mais moi, il était impossible de me vexer. Il était impossible. Impossible. Parce que déjà, à une époque, les gars appelaient mon père mange mille. Et je défendais mon père. Je disais, ah non, 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 mon patin ne peut pas être mange mille. Tu rigoles ou quoi? Mon père mange mille, jamais. Il nous a appris quand même des trucs. Mon père, il ne peut pas faire ça. Donc, je m'en foutais. Et puis, un jour, j'ai découvert que mon père était mange mille. Ah bah oui, oui, oui. J'ai découvert que mon père était mange mille. C'est-à-dire que je l'ai vu un jour au marché de Fumot, saisir la moto d'un motoman. J'étais à la gare routière parce qu'il était responsable du poste de la gare routière. Donc je l'attendais. Je l'ai vu saisir la moto d'un motoman. J'ai vu le motoman lui donner un billet. J'ai vu mon père laisser la moto. J'étais troublé, gars. Ça m'a fait un choc. Donc je suis coupable. J'ai parlé à mon père. J'ai dit mon père que mais, papa, je t'ai vu là, tu as pris la moto du gars et tu as lâché la moto comment dire, parce qu'il t'a donné un billet. Je suis un peu troublé par rapport à ça, papa. Parce que c'est la corruption. Et le pâté, d'abord, il bégayait un petit peu. Il me dit, oui, oui, tu as raison, tu sais. Hein, quand j'étais à Yaoundé, j'étais un policier très, 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 très correct. Quand je suis arrivé à Fumbo, j'ai voulu imposer ces méthodes-là. J'ai compris très rapidement que je devais avoir des problèmes. J'avais des menaces sur moi, des menaces sur ma famille. Et puis, j'ai finalement considéré que si c'est leur sanction pour qu'ils se conforment, ma foi, vas-y. Donc, il m'a dit, par contre, je ne prends jamais de l'argent à quelqu'un qui a des pièces complètes. Celui qui en a marre de me donner 500 euros, 500 francs, parce que j'ai saisi sa moto, il arrête. Mais donc, du coup, quand on disait, du coup, prochain coup, quand j'étais avec les gars, ils disaient ton père, ça mange 1000. Bah oui, j'acceptais juste. C'était une vérité. Donc ça ne me dérangeait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, donc il n'y a pas de problème. C'était faux, il n'y avait pas de problème. Quand c'était faux, je m'en foutais. Quand je considérais que c'était faux, je m'en foutais. Et quand c'est devenu vrai, bah, c'est vrai, voilà. Et je vous ai toujours dit, mon éducation m'empêche de mettre les hommes au-dessus de la vérité, même mon père. Donc je ne vais pas aller défendre un mensonge parce que c'est mon père. Donc quand je vois une connasse comme Suze qui croit que je peux défendre l'imposture, qui croit que je peux défendre l'imposture, soi-disant parce qu'elle a une lasse. Même mon père, je ne peux pas, gars. Donc moi, quand j'ai vu mon père prendre le billet de 500, je ne défendais plus mon père. Ça ne veut pas dire que j'aimais moins mon père. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que l'amour que j'ai pour mon père dépend de s'il prend les billets ou pas? Non, ça ne dépend pas de ça. J'aime mon père, je suis fou de mon père. Tu comprends? Mais je ne vais pas mentir. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour les gens. Donc, beaucoup de gens, comme ils sont bourrés de complexes, lorsqu'ils sont attrapés par où ils ont mal, ils deviennent fous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en matière de coche, en matière d'insultes, je vous dis même le Anango de 6e, bourré de complexes, qui n'était pas bon en maths, qui n'était pas bon en grand chose d'ailleurs, il n'avait pas ce problème-là. Il gagnait toujours. Alors, au jour d'aujourd'hui, avec toutes les réalisations que j'ai accomplies dans ma vie, à 42 ans, vous croyez que c'est des insultes qui peuvent me faire quoi? Les insultes n'ont aucun effet sur moi. Ça a toujours été comme ça, toujours, toujours. Ça n'a jamais été, toujours. Les insultes n'ont jamais eu d'effet sur moi. En revanche, la connerie, mais qu'est-ce que ça me trouve le cul, quoi. Ça me trouve le cul. Voir un mec con, tu vois, comme un gars aujourd'hui, qui a fait un post où il prend 2, 3 petites routes aux États-Unis où il y a des petits trous, nid de poule. Et il prend ça, il compare. Et on dit, ouais, après on va dire qu'il y a qu'au Cameroun qui a les nids de poule. Non, sérieusement, un raisonnement comme ça, là, comment tu fais? Si c'est pas la planche pour fracasser la tête du gars. Tu vois, ça c'est pire que le gros cul de ta mère, quoi. C'est-à-dire, voir un mec comme ça, là, pour moi, ça dépasse le gros cul de ta mère. C'est comme s'il avait fait le gros cul de ta mère, puissance l'infini. C'est pire.
Pour moi, c'est pire, alors que pour vous, non. Pour moi, si je te pose une question dans un échange argumentatif, je t'interroge sur un sujet, tu ne réponds pas, pour moi, c'est pire que la pire des insultes. Alors que vous, c'est le connard qui va vous rendre malade. Dès que je veux dire connard, oh, tu insultes, tu n'as que l'insulte. Ben voilà votre problème, en fait. Excuse-moi, Sylviane m'a dit de lire son message. Faut que je le lise, tiens. Alors, Sylviane, j'ai besoin de 100 euros pour la rentrée scolaire. Ta grosse tête comme pour le Kimanjaro. Oui, le pire, c'est ça, hein, c'est que si quelqu'un qui fait une telle demande, s'il a bien expliqué, parce que la rentrée scolaire, ce n'est pas un motif. Tu sais pourquoi? Parce que la rentrée scolaire, ça se prépare. Et il faudrait que tu m'expliques pourquoi cette rentrée, tu n'as pas les dos. Parce que la rentrée, c'est si tu attends le 28 août pour préparer la rentrée scolaire, il y a un problème. La rentrée scolaire, ça se prépare longtemps à l'avance. Donc il faut que tu m'expliques. Si tu me dis, j'avais préparé la rentrée, et à la dernière minute, l'enfant est tombé malade, j'ai été obligé de gérer l'enfant malade, je peux comprendre cette excuse. Donc je peux t'aider. Mais si tu me dis, tu fais comme si la rentrée ne devait pas arriver et tu t'es levé un matin, tu as découvert que la rentrée était devant ta porte, c'est qu'il y a un problème. Tu es un abruti fini, donc je t'aide pas. Tu es un connard. La rentrée, ça se prépare pas le 28 août, ça se prépare au moins même en mai. En mai, tu sais déjà que tes enfants vont aller à l'école l'année prochaine. Donc, au lieu d'aller boire, au lieu d'aller à des fêtes, au lieu d'aller aux funérailles, bah, je sais pas, tu mets l'argent de côté, connard. Tu vois, c'est tout. Donc c'est pareil que les femmes qui sont enceintes, c'est le jour du terme qu'elle t'appelle pour te dire qu'elle a des problèmes d'argent. Mais quand tu tombes enceinte, tu sais que tu as 9 mois. Toi, ta copine tombe enceinte, vous savez qu'il y a 9 mois, et pas plus. Il y a 9 mois pour se préparer, les gars. Donc j'ai souvent du mal à comprendre comment à la dernière minute vous êtes débordé. Et quand vous vous préparez pour une grossesse, l'hypothèse la plus défavorable doit être envisagée, c'est-à-dire la césarienne. Donc tu dois partir à l'hôpital avec ta femme en préparant une césarienne. C'est l'hypothèse la plus défavorable. Si arrivé à l'accouchement se passe très bien, le reste de pognon, tu fais ce que tu veux avec. Tu peux aller boire une bière, fêter la venue de ton fils. Si ça se complique, tant mieux, tu étais prêt. Mais les gens raisonnent toujours à l'envers. Ils choisissent l'hypothèse la plus favorable. Et ils laissent Dieu décider. C'est ce qu'on appelle la mentalité prélogique. Un peu comme ceux qui soutiennent Woodson aujourd'hui. Ils croient que sur un malentendu, Dieu peut recréer un monde dans lequel Gaëtan Jolson est ingénieur et Woodson est docteur. Non, c'est fini, mec. C'est irréversible. On appelle ça en thermodynamique un processus irréversible. C'est fini. Quand tu prends l'eau chaude et l'eau froide, tu mélanges, tu obtiens l'eau tiède. Tu ne peux plus séparer les deux. C'est un processus irréversible, dont l'entropie augmente. Donc, actuellement, là, il est impossible d'avoir un monde où Woodson n'est pas en HLM. C'est fini. Sauf si elle travaille dur, son mari se met à travailler beaucoup plus que ça, fait peut-être une formation, puisqu'il a 32 ans, et d'ici 40 ans, il a un métier à peu près correct, elle aussi un métier correct, ils peuvent acheter. Ça se construit une vie. C'est fini, ça sert à rien de vivre dans le mensonge. Tu peux entretenir tes quelques chefs, je te garantis, Woodson, il n'y a aucun bêtise sérieux qui te prend au sérieux. Je dis, hein, Woodson, tu as affiché une bêtise, non? Tu sais que donc, par un Jésus, je suis bêtise. Je suis chez les bêtises constamment, je suis chez eux tous les jours. Je te dis, il n'y en a pas un qui te prend encore au sérieux, c'est fini. Donc, quitte à avoir du déshonneur, repars à zéro, va travailler. Au lieu d'être dans les, tu veux répondre à Serge facilement, va bosser. Trouve un travail, trouve-toi une activité. C'est beaucoup plus gratifiant. Tu ne peux pas savoir la joie que tu as quand tu rentres le week-end après avoir travaillé. Tu ne peux pas savoir cette joie-là. Tu ne peux pas savoir, c'est un bonheur immense. C'est des valeurs que tu montres à tes enfants. Les enfants, ils vont grandir en disant, j'avais un père bosseur. Grâce au fait que mon papa bossait dur, il ne nous manquait rien. Ta fille te dit, je veux un scooter, tu ne te poses pas la question, tu donnes le scooter. L'autre te dit, je veux un jeu vidéo, tu ne te poses pas de question, tu donnes. Voilà. Donc, les enfants, ils retiennent que le papa, il bosse dur. C'est important, c'est les valeurs qu'on doit transmettre aux enfants. Même si ton mari, il a un métier de merde, c'est pas grave. C'est pas grave. Trouve-toi un travail. Ça fait 2 salaires. Là, pour le coup, je suis plus dans les clashs à 2 balles parce que je vous ai dit, on ne peut pas faire ça indéfiniment. Si tu veux, dans l'usure, je te donne gagnant parce que moi, j'ai plus à perdre. Si on veut continuer dans l'usure, j'ai plus à perdre. J'ai des projets que je dois rendre. J'ai des objectifs à tenir. Donc, si c'est l'usure que tu cherches, si ce n'est pas l'usure que tu veux gagner, je te concède ce soir la victoire. Mais on est d'accord que c'est un processus irréversible. C'est fini, Woodson. Il n'existe plus un monde où tu es docteur. Il n'existe plus un monde où ton mari est ingénieur. Il n'existe plus un monde où il est enfant de juif. Il n'existe plus de monde, naturellement, où tu es rentière. Il n'existe plus de monde où il t'offre des Mercedes en cadeau.
Il n'existe plus de monde où tu as une DS4. Il n'existe plus de monde où tu as une Renault Capture. Renault Kadjar, autant pour moi. Au jour d'aujourd'hui, le monde dans lequel tu vis, c'est que tu es chômeuse, ton mari travaille au McDo et vous vivez en HLM et ton véhicule, c'est un Citroën Zara Picasso. Voilà le monde dans lequel tu vis. Et ça ne peut pas changer. Tu pourras insulter, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras essayer de... Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Dans l'absolu, même si je suis un chômeur, voleur de cartes, ça ne change rien sur ta situation. C'est pas parce que Serge Anango serait voleur de cartes que subitement tu redeviendras docteur. C'est pas parce que Serge Anango serait un voleur de cartes que subitement ton mari redeviendra ingénieur. C'est fini. C'est fini. Même ceux qui te défendent, quand tu les prends à quatre murs, j'en ai discuté avec quelques-uns là en commentaire, ils comprennent que c'est fini. Ils sont juste en train de me demander d'arrêter de t'insulter. Ils me demandent juste d'arrêter de m'acharner sur. Ils commencent par dire que tu es en train de me doser propre. Mais quand ils voient que ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi ils disent ça d'ailleurs, ils sont maintenant dans la... Comment dire, ils plaident pour toi. Mais il n'y en a plus un qui croit à tes conneries. D'ailleurs, même quand ils te disent, bah, je crois, tu lui poses des questions, tu vois très bien qu'il n'a pas la réponse. Tu vois très bien qu'il s'est mis dans une posture compliquée. Donc même ceux qui te défendent ne s'y trompent pas. C'est pour ça qu'ils ne te demandent pas les preuves. Tu sais quand les gens savent que tu es honnête, quand tu es calomnié, et les gens disent ferme la bec. Si les gens qui sont sur ma page et qui me font confiance ne me demandent pas de montrer mon diplôme, c'est parce que pour eux, c'est réglé. Il existe des moyens de le vérifier. Quand tu n'es pas de mauvaise foi, tu n'as pas besoin de Serge Anango pour vérifier son diplôme. Ils savent. Quand ils me voient m'exprimer, quand ils voient les sujets sur lesquels j'interviens, ils savent que je ne peux pas mentir. Tu peux pas faire semblant dans les sciences dures. Ce n'est pas les sciences molles. Un gars peut se lever un matin, il est un imposteur, il fait semblant d'être un juriste. Il peut. Il lit 2, 3 bouquins, il vient en commentaire, il te bombarde ça avec des textes juridiques, comme Zorkson faisait. Zorkson se faisait passer pour un juriste. C'est facile. Mais tu ne peux pas faire ça à les maths, mon gars. C'est impossible. Impossible. En plus, avec les gars sur Internet qui sont aussi bons que moi en maths, qui sont même des profs, des docteurs, tu ne peux pas aller raconter de la merde. Tu peux pas. Ils vont très bien voir que tu racontes n'importe quoi. Ils vont te coincer, man. Ils vont te coincer. Donc, si les mecs ne demandent pas, c'est parce qu'ils savent que j'ai déjà réglé le problème. Il n'y a que dans la tête de quelqu'un de taré que ça existe. En revanche, s'il y avait un réel argument que vous aviez qui était sérieux, il me demanderait de réagir. Il n'irait pas vous attaquer en m'empêchant de réagir. Quand on dit que tu n'es pas docteur, et celui qui croit que tu es docteur, donc, parce que quand on dit que tu n'es pas docteur, on le dit avec des preuves. Hein. Sérieusement, vous auriez dit Serge Anango n'est pas ingénieur, en apportant des preuves convaincantes qu'il n'est pas ingénieur. Tous ceux que je vois en commentaire là m'auraient demandé de m'expliquer. Que ce soit Sylviane, La Tontinade, Christian, Gervais, tous ces gars-là m'auraient dit Serge, ce qu'ils ont présenté là, c'est quand même troublant. Est-ce que tu peux t'expliquer dessus quand même? Parce que nous-mêmes aussi, on est troublés, quoi. Tu comprends? Ils seraient troublés. Ils n'iraient pas vous insulter, vous. Et ils viendraient me demander de m'expliquer. Parce qu'ils croient que je peux l'être. Ils se disent, il y a une explication. Donc, ils vont me demander de lever l'indétermination. Vous, non. Ceux qui te défendent ne le font pas. Ils ne te demandent pas de t'expliquer. Ils ne te demandent pas d'aller à l'école pour contester le mail qu'on a présenté. C'est parce qu'ils savent que c'est cuit. En général, c'est ça. Quand quelqu'un te dit, tu as dosé un ango, mais il te dit, ne prends pas un ango dans ton live. Parce qu'il sait qu'il ment. Woodson. Il sait qu'il ment. Il n'existe pas quelqu'un ici en commentaire qui me demandera de ne pas te prendre toi dans mon live. Il n'existe pas. Ils n'ont pas peur que tu viennes dans mon live. Ils n'ont pas peur pour moi. Même si on en voit 20, 80 comme toi là, je vous prends 80 direct, je vais vous éteindre. Ils n'ont pas peur. Donc quand ils disent que je t'ai éteint, ils peuvent te dire pourquoi je t'ai éteint. Ils peuvent par exemple te dire que tu mentais sur le boulot de ton ingénieur, ton mari, on t'a affiché. Voilà. Forcément, ça te refroidit. Au Cameroun, tu étais vu comme une camère qui a réussi à intégrer une grande famille prestigieuse juive. Ça veut dire que tu as de la valeur. Ça veut dire qu'on a vu en toi une valeur ajoutée. On t'a accepté dans une famille comme ça. Parce que les juifs sont très sélectifs. Hein, je vous dis tout de suite. Hein, c'est très sélectif, hein, être juif. Et déjà, quand tu es juif, homme, et tu te maries avec une femme qui n'est pas juive, ça veut dire que tes enfants ne le seront pas. Parce que la juiveté, si je peux dire ça comme ça, se transmet de mère en enfant, en fils. C'est pas l'inverse. Donc ça veut dire que ton mari, un juif qui se marie avec une non-juive, est déjà en train de casser la chaîne.
Il est en train de dire, mes enfants ne seront pas juifs. Mes enfants ne pourront pas faire des bar mitzvah. Donc, cela dit, tu as réussi à enfumer les gens avec ça, tu étais crédible. En plus, tu rajoutes que tu es docteur. C'est fini maintenant. Donc voilà pourquoi je dis que tu es éteint. C'est pour ça que maintenant tu es dans le Japap depuis. Tu avais commencé l'année avec les je suis une intellectuelle, je réserve mes mots à des médias de grande importance, blablabla, blablabla, pour au final avoir ton mur rempli de Serge Anango tous les jours. Et tu es en train de dire quoi là? Non, ta posture est terminée. Tu vois? Ta posture est terminée. Voilà, c'est tout. Donc va travailler, madame. Go work. Ça va te faire du bien. Go work, ça va te faire du bien. On a compris que tu es une menteuse. euh, on a compris que, comment dire, on a compris que tu es une menteuse. Voilà, ça arrive. Moi aussi, je l'homme le gésier, quoi. Tu veux dire, voilà, ça arrive. C'est pas grave, Watson. C'est pas grave. Reprends-toi, va travailler. Fais-le pour moi, Watson. Je sais que tu es amoureuse de moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour me bluffer. Quand on aime un homme, on essaye de l'impressionner. Watson, trouve un boulot, tu m'impressionnes. Je sais que vous, les bêtis, vous m'aimez. C'est très facile souvent d'insulter sur Internet. Vous faites ça, vous, mais il y a un mot. Je le sais. Je sais. Je vous fais peur. C'est vrai. Vous dites un mec comme ça, là, il est dans. Je sais, mais vous, mais il y a un mot. Vous me kiffez. Comme vous voyez un homme valeureux. D'accord? Vous voyez un homme valeureux. Parce que vous n'avez pas ça à côté de vous. Vous n'avez pas ça à côté de vous. Vous n'avez aucune femme de Serge qui fait des lives sur Internet. Je go walk, je go faire les dos. Tu comprends? Et elles entretiennent la maison. Je ramène les dos et de temps en temps, je fais des lives pour me défouler, c'est tout. Mais je peux pas vivre avec une gars qui fait, qui fait des lives. Tu me demandes où est le docteur Raoul. Je suis son ami François Junior Barga. C'est quoi cette question-là? Je suis censé être le pote de Raoul ou quoi? Le docteur Raoul, c'est un imposteur. C'est un imposteur. C'est très facile à démonter parce que même moi, je vous ai corrigé un exercice de première ici qui démontre que docteur Raoul est un imposteur. Je l'ai corrigé devant vous. Un élève de première qui a mieux compris, qui a bien compris son cours de statistique, il dégommait les arguments de Raoul très facilement. C'est-à-dire que même le flingué, j'ai aucun mérite. Il raconte de la merde. Le seul qui peut prendre au sérieux Raoul, c'est un anti-vax complotiste. C'est pas un mec qui applique la démarche scientifique. Tu appliques la démarche scientifique, il s'écroule direct. C'est pour ça que vous avez un mec qui se dit scientifique, il n'est jamais allé affronter les contradicteurs. Oui, c'est un imposteur, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il a usurpé son titre. Il est très bon infectiologue, sans doute. Mais quand il s'exprime sur le vaccin, il raconte n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose, hein, quand il s'agit des vaccins et des médicaments, les statisticiens sont une part importante dans ce processus. Donc je peux dire qu'il est imposteur avec autorité. C'est le statisticien qui parle là quand je dis ça. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne raconte pas n'importe quoi quand il s'agit de la médecine. Donc Raoult, c'est peut-être un bon infectiologue. Hein? Cela dit, la plupart de ces articles qui étaient dans Nature, dans Lancet, là, on les a tous retirés. On a vu que le gars produisait plein d'articles bidons juste pour avoir le financement. C'est un malhonnête, Raoul. C'est un malhonnête. Il voulait fourguer sa chloroquine. Il a piégé que des noirs. Les blancs qui croient en Raoul sont très minimes. Et j'avais constaté que quand Raoul était en direct, les gens qui commentaient là-bas, c'était les Africains. C'est les Africains qui l'ont enfoncé. Parce que les Africains remplissaient ces likes que vous. Tu es là-bas, tu vois un Fofana, Konaté, Kolo, machin. C'était que ça dans les lives de Raoul. Les whites étaient minoritaires. Dans mon entourage blanc, je ne connais aucun complotiste. Mais demande-moi dans l'entourage black, je t'en cite à l'appel. Les noirs, ils voyaient toujours le complot partout. Donc Raoul, c'est un imposteur, c'est une giclure, c'est une pourriture, c'est une raclure, c'est une crevure. Il nous a mis beaucoup, il nous a trop mis dans la merde. Parce que quand on voulait expliquer les choses aux gens, on disait, hey, mais toi tu es quoi, t'es un petit ingénieur Raoul. Il nous a cassé les couilles ce mec. Donc rien que prononcer son nom, ça m'énerve. C'est un idiot ce Raoul. C'est un animal. Voilà. Il nous a cassé les couilles ce mec. Parce qu'à cause de lui, quand on parlait de science, on avait toujours des gens qui disaient, mais oh, tu es qui hein? Le docteur Raoul dit, non, on était compliqué. Il nous a compliqué la vie ce qu'on a. Surtout dans le cerveau des idiots qui pensent que parce qu'il est docteur, il est seul apte à s'exprimer sur les vaccins. Non, mon ami. Ceux qui valident les médicaments et les vaccins, c'est des statisticiens. Est-ce que c'est clair ou pas? Ah, vous parlez du docteur Raoul. Ah, mais putain. Ah, ça me va. Je parlais vous parler le connard de Marseille, là. Non, 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 je parlais pas de Raoul d'ici, quand même, quand même. Docteur, je pense que vous me parliez de Didier Raoult. Non, non, rien que son nom, ça m'énerve.
Non, je parlais pas de... Non, non, docteur Raoul, j'ai pas encore eu de ces nouvelles. J'ai pas encore eu de ces nouvelles. J'ai pas encore eu de ces nouvelles, les gars. Désolé, désolé. Désolé. On parlait pas de la même chose. On ne parlait pas de la même chose. Non, non, Raoul, il me rend malade. Il me rend malade. Rien que son nom, ah, ça me... Ouais, voilà. Non, non, on revient sur... Oui, si vous parliez de Raoul, le docteur Raoul qui était ici l'autre jour, oui, non, j'ai pas encore eu son retour, François Junior. J'ai pas encore eu son retour. J'ai pas compris ta question, désolé. J'ai pas compris ta question. Voilà. Bon, ça l'a dit, ça va. Voilà, vous savez les noms qu'il faut écrire dans mes lives, vous me rendez malade. Hein. Vous savez les noms qui... Par contre, n'allez pas trop faire, s'il vous plaît. N'allez pas trop en faire, n'allez pas trop en faire. Voilà, n'allez pas trop en faire. Non, non, il nous a cassé, il nous a bien, il nous a cassé les couilles, il nous a bien cassé les couilles, comment dire, il nous a bien cassé les couilles ce Raoul là avec ses conneries de chloroquine, c'était de la merde, c'est de la merde, voilà. Et c'est très facile, je vous dis, j'ai des petits exercices de première que j'avais composés ça pour les gens, c'est très facile pour un élève de première de le démonter, très facile, très facile. C'est pour ça que Raoul n'est jamais allé débattre avec des scientifiques. Quand quelqu'un dit qu'il est scientifique, d'ailleurs, l'un des premiers principes de la science, c'est qu'on ne t'interdit pas d'avoir des croyances. Tu as le droit de croire à la sorcellerie même, mais d'être scientifique. Tu as le droit de croire au marabout, d'être scientifique. Tu as même le droit de croire au monstre en spaghetti volant et d'être scientifique. Ce qu'on te demande en tant que scientifique, quand tu fais un travail, c'est d'être honnête. C'est de publier tes sources et c'est de les défendre. Le scientifique, il dit, j'ai trouvé, mais si les autres ne m'écoutent pas, c'est là un problème. Non, un scientifique ne fait pas ça. Jamais de la vie. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est un indice fort pour vous dire que ce n'est pas un scientifique. Ouais, mais Benjamin, je ne me suis pas emporté contre la personne qui a écrit, je me suis emporté contre Raoul. Abruti. Ne cherchez pas à tirer la couverture de ton côté, man. T'étais con l'autre jour. C'est tout. T'étais con. Mais là, c'est pas contre Mbarga que je me suis emporté. Non, non, le nom Raoul me donne les urticaires, c'est tout. Le docteur Raoul, ça me donne les urticaires, voilà, c'est tout. C'est une chiure. C'est une crevure. Et c'est très bien qu'il ait été viré de l'ordre des médecins. Voilà. C'est pas un complot, c'est une merde intégrale, ce mec. C'est une merde intégrale. Voilà. Donc il a très bien fait d'être viré. C'est un imposteur. La santé se porte mieux avec des animaux pareils, hors, out. Voilà. Non, il nous a compliqué la vie en tant que scientifique. Quand tu venais expliquer, quand tu venais expliquer la courbe exponentielle aux gens pour vous dire non, le confinement, ça se base sur. Est-ce que vous comprenez la courbe exponentielle? Les gens croient qu'ils comprennent les effets de l'exponentielle, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Même des docteurs ne comprennent pas. Moi, j'ai vu, c'est comme ça que Trump s'est fait avoir. Trump s'est fait avoir. Trump avait commandé des études sur les projections des nombres de cas aux États-Unis. Je crois qu'on était le 13 mars. Il demandait les projections début avril, donc dans 2 semaines. J'ai regardé les 10 résultats. 10 médecins, il y a 10 médecins qui ont fait des projections. J'ai regardé les 10 résultats. Il n'y avait que 3 médecins qui avaient compris ce que c'est qu'une croissance exponentielle. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils n'avaient pas compris, ils sont médecins quand même, donc ça fait partie de leur métier. Mais qui, dans leur réponse, intégraient le fait que le Covid, sa propagation, suit une loi exponentielle. Enfin, pas une loi exponentielle statistique, hein, suit une croissance exponentielle, parce qu'il ne faut pas confondre la loi exponentielle statistique. Il n'y avait que 3. Et je vous explique. Quand vous voyez, quand un phénomène évolue de façon exponentielle, les intervalles de confiance ne sont pas aussi restreints que dans le cas d'un phénomène qui croît de façon linéaire. Je prends un exemple. Par exemple, je sais pas moi, un phénomène qui croît de façon linéaire, tu peux dire, ouais, à la fin du mois, on est 5000 aujourd'hui, on a 5000 cas aujourd'hui, à la fin du mois, allez, on peut être entre 45 et 50 000. Voilà. Ça, c'est un phénomène qui croît de façon linéaire. Un phénomène qui croît de façon exponentielle, je vais vous donner les intervalles. Si quelqu'un vous donne ça, vous allez avoir l'impression qu'il n'a rien foutu. Il va te dire, le nombre de cas, c'est entre 10 000 et 700 000. Voilà. C'est ça le truc. Parce que suivant que le R0, c'est 2, ou le R0, c'est 8, ce n'est pas la même chose. Et si les deux événements ont la même probabilité d'être vrais, c'est-à-dire qu'un R0 égale 2 ou un R0 égale 8, bah tu dois considérer les deux, mon gars. Donc tu dois faire la projection. Si le R0 égale 2, ça donne 10 000 cas. Si le R0 égale 8, ça donne 700 000 cas. Et donc, comme les deux sont potentiellement possibles, l'intervalle de confiance que tu es censé donner, c'est entre 10 000 et 700 000. Mais bien sûr que pour le commun des mortels, ça va donner le sentiment que tu n'as rien foutu, que tu n'as pas bossé. Tu viens, tu dis, mais quel est l'ordre de grandeur de Covid qu'on va avoir à la fin du mois?
Bah, tu dis entre 10 000 et 700 000, on va dire, mais mon ami, tu fous quoi là? T'as pas bossé? Ben si, il a bossé, mec. Sauf que c'est ça la bonne réponse. Un phénomène qui croît de façon exponentielle, tu peux pas avoir des intervalles aussi restreints. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on n'avait pas intégré. Trump s'est fait avoir parce que sur les 10 médecins, il y en avait 8, il y en avait 7 qui avaient des croissances linéaires. Donc il disait entre 70 000 et 75 000. J'ai regardé, oh là 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 là, putain. Et donc il n'y en avait que 3 qui avaient des intervalles qui correspondaient à une croissance exponentielle. Par exemple, il y en avait un qui disait entre 106 000 et 600 000, un autre qui disait entre 95 000 et 500 000, un troisième qui disait entre, je ne sais plus, entre 200 000 et 800 000 de surcroît. Et effectivement, à la fin du mois, on était à 400 000 cas. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'on était à 400 000 cas. Donc les 9 autres là, dans les choux. Et si Trump avait pris des dispositions basées là-dessus, vous voyez qu'il s'est planté. Donc la croissance exponentielle, c'est un truc bâtard. C'est un truc bâtard. Tout le monde croit comprendre ça. Mais même les matheux, il faut avoir. C'est pour ça que quand vous allez à la banque, pour les affaires de taux, surtout les taux composés, faites très attention, les gars. Prenez une ardoise, asseyez-vous, demandez des simulations. Parce que la croissance exponentielle est très trompeuse. L'une des caractéristiques de la courbe exponentielle, c'est qu'elle commence toujours très bas. Elle est basse. Donc si tu limites ça peut-être aux 6 premiers cas, tu vas dire, oh, ça croît de façon linéaire, quoi. Tu vois. Mais après, ça fait ça. Voilà. C'est ça le côté bâtard de la croissance exponentielle. Et les gens n'en sont pas souvent conscients. Parce que notre cerveau, il est dimensionné pour des croissances linéaires. On sait par exemple que tu travailles 2 fois plus, tu gagnes 2 fois plus dans les normes. Tu dragues 2 fois plus de gésiers, tu as 2 fois plus de chances d'en grimper. Voilà. C'est des croissances linéaires. Ce n'est pas exponentiel. C'est pas genre, tu dragues 2 gésiers, tu as une chance de la choper, tu en dragues 5, tu as 300% de chance de la choper. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est bien des croissances linéaires. Donc, notre cerveau, il est dimensionné pour ça. Mais le problème, c'est qu'il est complètement perdu à les croissances exponentielles. Et c'est pour ça que les gens se font souvent avoir. C'est pour ça que le test suivant, quand vous demandez aux gens, si vous avez le choix entre recevoir 1 000 euros tous les jours pendant 30 jours, recevoir 1 euro aujourd'hui, 2 euros demain, 4 euros après-demain, 8 euros, ainsi de suite. Chaque jour, on multiplie la somme, on multiplie la mise précédente par 2 et on te donne la totalité. Et beaucoup de gens choisissent 1 000 euros par jour. Parce que directement, ils voient que ça fait 30 000. Alors que là, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32, il a du mal à voir qu'en 30 jours, on atteint les 30 000. Sauf que bingo, en 30 jours, avec ça, tu as 10 millions. Et de l'autre côté, tu as quoi? Tu n'as que 30 000. C'est-à-dire qu'à partir du 14e jour, tu as dépassé les 30 000. Dès qu'à partir du 14e jour, tu as 30 000 déjà. Donc le bonus, c'est après. Mais les gens, ce n'est pas visible. Vous demandez aux gens, c'est pour ça que vous avez souvent des paradoxes en mathématiques, comme le paradoxe d'Achille. C'est un paradoxe qui donnait les nœuds aux gens. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des outils mathématiques pour faire les calculs. Des sommes. Et on pensait qu'en fait, une somme infinie donnait l'infini. Une somme infinie d'éléments donnait un résultat infini. Aujourd'hui, on sait que non. Vous prenez une suite géométrique de raisons inférieures à 1, même si vous allez jusqu'à plus l'infini, son résultat est fini. 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Voilà, donc ça te donne ça la somme. C'est pareil que là, on est là sur une progression géométrique des raisons 2. Hein. Ça te donne 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2. Donc ça te fait 2 puissance 31 moins 1 sur 2. Voilà, sur 1, pardon. 2 puissance 31 moins 1. C'est tout. Voilà ce que tu as. Vous faites 2 puissance 31, on est dans les 10 millions. Voilà ce que le mec il va avoir au bout de 30 jours. On sait calculer ça aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'avait pas les outils. Donc les gens, eux aussi, ça leur donnait les nœuds, puisque le problème du paradoxe d'Achille, c'est le fait de faire une sommation infinie et ne pas savoir que ça donne un résultat fini. Et donc, on avait l'impression que c'était un paradoxe. Mais quand on tire, quand Achille poursuit la tortue, il la rattrape bien. Mais quand on décompose en série, en suite numérique, ben, on a l'impression qu'il la rattrape jamais. Mais parce qu'en fait, il ne faut pas confondre les temps d'incrémentation de la suite avec le temps t. Parce qu'il la rattrape assez rapidement. Là, pareil. Avec le même principe, tu as 100 mètres, tu avances à 2 km à l'heure, je balance une flèche sur ton dos à 20 km à l'heure. Avec le même raisonnement, on dit que la flèche ne te transperce pas, alors qu'on sait très bien qu'elle va te transpercer, quoi. Tu vois. Donc c'était un peu ce genre de choses. Donc la croissance exponentielle est un peu bâtard. Et nous, on a fait beaucoup de pédagogie là-dessus. On a fait plein de lives éducatifs. C'était peut-être pas sur Facebook. J'avais déserté Facebook à l'époque parce que les lives beaucoup plus instructifs qui parlaient science, j'avais le sentiment que c'était mieux écouté sur YouTube que sur Internet.
sur Facebook. Sur Facebook, vous voyez les lives que j'ai publiés ici, là, par exemple, c'est des lives qui ont eu beaucoup de succès sur Facebook, mais publiés sur YouTube, pardon, mais publiés sur Facebook, il n'y a pas le même succès. Il n'y a pas un engouement des Camerounais pour la science. Alors que sur YouTube, je suis suivi par des Français, des Antillais, un peu partout. Donc, ils sont très souvent intéressés par ce type de contenu. Et effectivement, on a fait pas mal de pédagogie à l'époque de Raoul. Et on était très souvent en face des gens qui nous expliquaient que Raoul, ils croyaient plus en Raoul qu'en moi parce que Raoul, c'est un docteur. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça nous a beaucoup compliqué la vie d'expliquer ces mesures urgentes pour essayer de préparer une sortie des crises. On a mouillé le maillot dans ces choses-là, quoi. Et effectivement, Raoul nous a bien cassé les couilles, oui. Donc, docteur Raoul de Marseille, bien sûr. Docteur Raoul de Marseille, pas bien évidemment le docteur qu'on avait ici l'autre jour. Donc, je rappelle qu'il est mon supérieur académique en mécanique de fluide. C'est-à-dire que ce que j'ai appris à l'école, il enseigne aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est très simple. Donc, ça veut dire que si je veux parler mécanique de fluide avec lui, il a plus de chances de me coincer qu'autre chose. Parce que c'est son domaine. Parce que ce n'est pas tous les docteurs qui peuvent me coincer, hein. Tu es docteur dans un domaine qui n'est pas le mien, je peux te mettre à terre facilement, oui. Mais là, il est docteur dans mon domaine. Donc, je ne vais pas aller faire le malin avec lui quand même. Il faut savoir respecter. Voilà. Et c'est pareil que l'autre jour, j'étais dans un live là sur YouTube chez une certaine Clotilde Duquem. Sa page, c'est Thio Academy. Et sa page, c'est Thio Academy. Elle est docteur en mathématiques. Elle enseigne à l'université de Nice-Côte d'Azur. Donc, c'est une femme très intéressante. Elle est prof. Et c'est vrai que, sauf qu'il y a un jour, sur une de ses vidéos, je n'étais pas d'accord. Parce qu'elle parlait de la cuisson des pâtes. Donc, il se trouve que la cuisson des pâtes, c'est de la thermique, c'est mon métier. Et donc, les arguments qu'elle avait invoqués n'étaient pas assez convaincants pour un thermicien comme moi. C'est-à-dire que si je suis thermicien, je vais la mettre zéro. Voilà. Pourtant, elle est bonne en maths, hein, parce que simplement, il y a une partie du phénomène qu'elle n'avait pas intégrée. Et j'avais posté mon commentaire sur sa chaîne. On en a même d'ailleurs discuté l'autre jour quand je suis allé sur sa chaîne. Donc, elle est matheuse. Mais vous comprenez que parfois, effectivement, vous avez beau être mathématicien. Mais pour intervenir sur certains problèmes de physique, il faut comprendre tous les mécanismes qui sont tous les mécanismes, ce qu'on appelle en physique les lois de comportement. Il faut connaître les lois de comportement qui gouvernent le phénomène pour mieux le mettre en équation. Voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, le physicien, il va d'abord mieux comprendre les lois et ensuite, il va faire appel à un amateur à qui il va traduire ça pour que lui le mette en équation, un peu comme Einstein avait fait avec Marcel Grossman, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu. C'est l'équation de Fourier, oui. L'équation de la chaleur, c'est l'équation de Fourier, oui. Ça s'appelle l'équation de Fourier, quoi. Donc, gradient de température égal à un coefficient multiplié par la variation, par la dérivée temporelle de la température. Voilà. Donc, la Laplacien de la température, autant pour moi. Le Laplacien de la température est égal à un coefficient multiplié par la dérivée temporelle, ou bien l'inverse, la dérivée temporelle de la température égale à un coefficient multiplié par le Laplacien. C'est l'équation de Fourier. Voilà. Là, ici, on est en l'absence d'un terme source. Donc, on a le terme source qui manque, mais la plupart du temps, il n'y a pas de terme source, quoi. Donc, voilà. Mais c'est pour ça. Mais sinon, voilà, j'étais sur sa page, je sais qu'elle est docteur en mathématiques, donc ce qui veut dire que niveau mathématiques, niveau mathématique, c'est mon supérieur académique. Voilà, je ne peux pas aller discuter mathématiques avec elle, mais sur certains problèmes de physique où elle a mal compris le phénomène, je peux aller discuter avec elle, quoi. Vous voyez, c'est ça la différence. Et quand je lui ai dit que certaines de ces hypothèses n'étaient pas exactes, elle n'a pas discuté. C'est ça aussi ce qui se passe. C'est pour ça que les discussions entre scientifiques sont très intelligentes. Parce que le scientifique, il n'a pas d'ego. Un scientifique n'a pas d'ego. Le scientifique, il cherche d'abord la vérité. Donc s'il s'est trompé, ça l'intéresse de chercher, de savoir s'il s'est trompé. C'est pour ça que le scientifique doit être honnête dans ses travaux, ce qui n'a pas été le cas de Raoul. Le scientifique doit aller le défendre devant ses collègues, devant ses pairs, si ceux-ci ne sont pas d'accord. Un bon scientifique, c'est qu'il voit des pairs pas d'accord, il pense qu'il a la vérité, il va vers eux. Mais il poste ses travaux, il poste ses résultats, sauf qu'il ne le faisait pas, Raoul. Il ne disait pas comment il arrivait à ses conclusions. Même Grigory Perelman, l'homme qui a résolu la conjecture de Poincaré, même s'il méprisait l'Institut Clé, il a quand même déposé son résultat sur Internet. Ça a mis 3 ans à des scientifiques de la planète. J'ai dit 3 ans à des scientifiques en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Chine, au Japon, pour valider qu'il avait résolu la conjecture de Poincaré. Qui s'énonce en une phrase très simple, hein. Toute 3D variété, simplement connexe et sans bord, est homéomorphe à une sphère 3D.
Voilà. La sphère 3D, ce n'est pas la sphère que vous connaissez, hein. La sphère normale dont on parle, ce sont une sphère 2D. Parce que sur la sphère 2D, vous pouvez vous déplacer en deux dimensions. Voilà. Vous pouvez déplacer suivant l'angle phi ou suivant l'angle θ. Ouais. Donc une sphère, c'est une variété de dimension 2. Là, on te parle de la variété de dimension 3. Donc il y a ce qu'on appelle la sphère 3D. Donc une sphère sur laquelle tu peux te déplacer suivant trois dimensions. C'est difficile de se représenter ça en tête, c'est autre chose. La topologie, ça rend parfois fou. C'est pour ça que quand vous voyez un bon topologue, il est un peu souvent fou. Voilà. Parce qu'il compose avec des êtres un peu bizarres dans sa tête. Donc quand on parle de 3D sphères, ce n'est pas la boule. Hein. Parce que la boule, quand la sphère pleine, c'est ce qu'on appelle la boule. Mais la sphère, c'est juste la frontière de la boule, c'est la surface. Et donc, c'est une variété de dimensions 2, puisque vous pouvez vous déplacer dessus que sur en deux directions. Par exemple, sur Terre, si la Terre est plate, vous pouvez vous déplacer suivant la latitude ou suivant la longitude. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a deux coordonnées sur Terre. La latitude et la longitude. Maintenant, comme la Terre a des reliefs, dans certains cas, on rajoute une troisième coordonnée, c'est-à-dire la hauteur, hein, l'altitude en fait. Latitude, longitude et altitude. Altitude par rapport au niveau de référence qui est le niveau de la mer. Voilà. Donc, c'est une façon de... du coup, effectivement, lui, il a résolu ça. Cette phrase, elle est très simple, mais il a résolu ça sans un siècle plus tard. Il a résolu ça plus d'un siècle plus tard. Donc, c'est un problème qui a duré pendant un siècle. Et quand on lui a donné le million qu'il méritait, il a dit allez vous faire foutre avec votre million là. Il dit, et son argument était d'une beauté quand même. Il a dit non, non, moi j'ai résolu certes le problème, mais il y a un certain Anthony Hamilton qui a travaillé dessus avant moi et ma contribution n'a pas été, sa contribution n'est pas inférieure à la mienne. Donc pourquoi on me donne le prix, pourquoi on me donne le prix à moi? Ce qu'il aurait voulu, c'est que l'Institut Clay divise le prix en deux et donne aussi à Anthony Hamilton, le mathématicien de Californie, qui avait penché sur ce sujet-là comme lui. Il était arrivé, il avait beaucoup travaillé, mais il avait échoué à la dernière sur deux petites étapes. Et Perelman a repris en partant de ses travaux à lui, il a réussi à démontrer la conjecture. Et donc il considérait que si le prix, ça devait d'être juste et de récompenser le travail, et que dans ces conditions-là, la contribution d'Anthony Hamilton était aussi importante que la sienne pour la résolution de cette conjecture. Regardez l'argument d'un scientifique. Un scientifique qui refuse 1 million d'euros parce qu'il considère que ce n'est pas, il ne mérite pas. Parce qu'il considère que la condition d'attribution n'est pas juste. C'est ça le scientifique. Il n'est pas porté sur les mêmes choses que les autres. Le scientifique ne rêve pas d'être millionnaire, non. Sa plus grosse fierté, résoudre une conjecture, c'est plus important que lui donner toute la fortune de la planète. C'est plus important que obtenir toute la fortune des milliardaires de la planète. C'est exaltant, vous n'avez même pas idée. Quand je regarde parfois ces scientifiques, je me dis, si j'avais eu une autre vie, je serais en train de travailler dans un laboratoire, je participerais à ces choses-là, quoi. Voilà, mais à un moment donné, on est sorti d'une famille pauvre, il a failli assez rapidement travailler, aller gagner de l'argent, s'éloigner un peu de ce milieu, donc je regarde avec beaucoup d'envie, oui. Je regarde avec beaucoup d'envie. Moi, je suis sûr que je gagne beaucoup plus que beaucoup de professeurs qui sont dans les laboratoires de recherche, hein. Beaucoup plus qu'eux. Mais je les envie. Ils font quelque chose de passionnant. Si j'avais eu les moyens, j'ai un pote, il a 2 doctorats, physique nucléaire, cosmologie moderne. Il a dit oui, mes parents avaient les moyens. Ah, j'ai l'envie, j'ai l'envie. Je pense que si mes parents avaient les moyens, que je n'étais pas obligé d'aller travailler, j'aurais 2 doctorats, pas le genre de doctorat qu'on fait pour venir se vanter sur Internet. Non, pas du tout, pas du tout. Juste l'exaltation de la science. Dire que non, j'ai un doctorat, je sais pas, en hydrodynamique ou je sais pas, en mécanique quantique, ah, ça aurait été génial, ça aurait été génial. C'est pour ça que je suis passionné par la connaissance et je suis toujours envieux de ces gens. Quand je vois un docteur en maths, un docteur en physique, je suis envieux. C'est pour ça que quand j'ai vu une connasse expliquer que j'étais jalouse de son doctorat ou de son intelligence, mec, tiens, même si tu es professeur en droit, je peux jamais t'envier, mec. Jamais. Même si tu as le professorat en droit, man. C'est rien pour moi. C'est peanut. C'est bien, hein. C'est très bien. C'est très bien d'être professeur en droit. Je dis pas que c'est facile. Mais non, c'est pas ce que je vais envier, non. Je vais envier plus facilement un docteur en maths qu'un professeur en droit. C'est tout. Le professeur en droit, ça ne m'impressionne pas. Enfin, pour moi, ça veut rien dire. Je vous dis sincèrement, hein, je ne dis pas que c'est inutile. Le droit, c'est bien sûr, le droit, c'est important. Et le droit, il ne doit pas être facile, hein, sans doute. Mais non, 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 non. Quand je vois un prof de maths, c'est pour ça que quand vous voyez les gars qui viennent dans mon live, quand ils sont docteurs en sciences, vous voyez, je me comporte différemment avec eux. J'ai pas la même réaction. Quand tu me dis docteur en maths, docteur en physique, gars, je te donne le chapeau direct. Parce que non seulement je te respecte, mais je t'envie. Non seulement je te respecte, mais je t'envie. Moi, quand j'étais à Polytech, j'aimais bien rajouter à la signature de mon nom, Anango Serge,
élève à l'école polytechnique de Nantes, laboratoire de thermocinétique. Histoire de dire que oui, quand même, c'est parce que je savais que j'allais pas faire partie de ce monde-là. Parce que oui, il fallait travailler pour avoir les dos. Mais la filière thermique énergétique dépendait du laboratoire de thermocinétique. Je rajoutais ça à ma signature par mail Yahoo. Je crois que si vous retrouvez mes vieux mails Yahoo, des années 2006-2007, vous verrez à la fin laboratoire de thermocinétique. Histoire de dire que oui, je passe aussi de temps en temps dans un labo. J'envie les scientifiques. J'envie les mecs qui font la recherche. Je les vénère. Pour moi, c'est des dieux. Je les taillerais même une... Non, non, pas jusque-là quand même, pas jusque-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai énormément de respect pour ces gens. C'est pour ça que quand je vois parfois sur Internet, les personnes pensaient que c'est très facile et tout. Non, 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 c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande un travail, ça demande la concentration, ça demande plein de choses, ça demande de l'abnégation. Et oui, ça m'impressionne. Ouais, ça m'impressionne. Ouais, ça m'impressionne. Donc, euh, donc voilà. C'est des choses comme ça qui peuvent me bluffer. Donc pour que vraiment, si on peut même, Clotilde Duquesne peut me dire je suis jalouse d'elle. Oui, ça peut être vrai. Tu vois, je préfère regarder certaines de ces vidéos. Je vous dis, sa page sur YouTube, c'est Thio Academy. Elle vulgarise les maths à outrance. Donc, c'est-à-dire qu'elle arrive à mieux, puisqu'elle est prof, elle arrive à mieux simplifier que moi. Parfois, c'est vrai que je suis d'accord. Je reconnais que certaines approximations qu'elle fait sont tordues. Pas dans le sens qu'elle se trompe, mais parce que dans l'extrême vulgarisation, ça perd de son sens. Et c'est ce que j'ai dit souvent, que quand nous, on veut vulgariser la science, on est toujours confronté au fameux principe d'Heisenberg. C'est-à-dire que si on transcrit le phénomène à l'exact, peu de gens vont le comprendre, et si on le vulgarise à l'extrême, il perd de son sens. Je crois que les profs qui me regardent dans ce live peuvent comprendre de quoi je parle. Et donc, mais allez regarder sa page, vous allez beaucoup apprendre, vous allez beaucoup apprendre des choses. Elle vous donne beaucoup d'applications des mathématiques. Si les maths ont été compliquées pour vous, je pense que vous pouvez écouter sa page, vous pouvez comprendre. Elle ne fait pas des choses très compliquées. Par moment, elle a des thématiques qui sont assez compliquées. C'est Thio Academy, c'est Clotilde Duquesne. Donc elle est docteur en mathématiques et elle enseigne, elle enseigne à l'université Côte d'Azur. Je crois qu'elle enseigne aussi au Canada. Et elle a aussi enseigné au Cameroun, je crois. Donc, elle peut enseigner dans 3 pays, là. Je crois qu'elle enseigne aussi au Canada. Voilà. Et donc, voilà, comme disent que je suis jalouse d'une fille comme ça ou que je l'envie, ça a un sens, ouais. Ça a un sens. Mais dans l'absolu, même l'autre greluche, même si elle avait un doctorat en marketing, il n'y a rien d'enviable là-dedans, quoi. Euh, non, moi, j'ai pas le niveau d'un docteur. En fait, je sais que je raisonne parfois comme un docteur Albuste parce que j'étais conscient qu'un ingénieur, il est limité. Tu comprends ce que je veux dire? Sorti d'école, je suis passé par une période où j'avais extrêmement confiance en moi. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Tu comprends? Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à certains phénomènes qui me passionnaient, j'ai compris en fait que les ingénieurs, on les apprend juste à appliquer. Donc, ils sont ces points-là, ils appliquent. Ils savent même pas le pourquoi. Tu vois? Ils finissent même par perdre même le pourquoi. Alors que le docteur, il apprend l'épistémologie en fait. Pourquoi on sait ce qu'on sait? Comment on en est arrivé là? Par exemple, un ingénieur, ça ne va pas l'intéresser de chercher à comprendre comment Gauss avait retrouvé Cérès. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un ingénieur, oui, la méthode des moindres carrés, Gauss, il va seulement entendre que Gauss a utilisé la méthode des moindres carrés pour retrouver Cérès, pour retrouver la comète Cérès quand celle-ci avait été perdue. Mais quelqu'un qui est docteur, il va chercher à aller comprendre le pourquoi. Il va dire, mais comment il a fait? Il va aller comprendre la méthodologie, le raisonnement de Gauss pour en arriver là. Comment il a fait pour, alors que tout le monde se demandait comment retrouver cette comète, comment il a fait pour retrouver d'abord l'orbite, parce que retrouver une comète que vous avez perdue de vue dans un espace aussi grand, c'est très compliqué parce que si tu as le pire, le plus, en plus même de ça, on n'avait donné que quelques points à Gauss, c'est-à-dire, je crois qu'on lui a donné 24 points. Donc c'est une période très courte. Ça ne te permet pas, en général, pour décrire l'orbite d'un objet, on l'observe pendant une année, pendant plus de temps que ça, tu vois. Donc, on arrive à avoir déjà la moitié de son orbite, ou même le quart. Mais Cérès, ils n'avaient que ça. Et on a demandé à Gauss de retrouver. Le problème de Gauss, c'est quand même chaud, parce qu'une orbite est définie par quoi d'abord? Par le plan sur lequel il se trouve. D'abord, il faut d'abord trouver le plan sur lequel, parce que toutes les trajectoires des corps célestes est plane. Hein. Toutes les trajectoires des corps célestes, théoriquement, sont comprises dans un plan. Pourquoi? Parce que ça vient du fait que pour toutes les forces qui sont 1 sur R carré, le moment cinétique se conserve. Donc, vu que le moment cinétique se conserve,
En introduisant les affaires de produits vectoriels, vous comprenez que le mouvement de la planète est contenu dans un plan. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Il faut trouver le bon plan. Parce que tu peux être la Terre. Donc la Terre est sur ce qu'on appelle l'écliptique. C'est que la Terre est inclinée comme ça. L'écliptique, c'est le plan qui contient la trajectoire de la Terre autour du Soleil. C'est ça qu'on appelle l'écliptique. Et donc, il fait parfois il fait parfois un angle de 23 degrés, je crois, par rapport à l'axe pôle nord, pôle sud. Il fait un angle de 23 degrés par rapport à ça. C'est normal, hein, puisque le pôle nord puisque la Terre est inclinée par rapport au pôle nord de cet angle-là à peu près. Donc, il faut d'abord déterminer la trajectoire de ce corps-là. Il faut déterminer le plan dans lequel il est contenu. Donc, il faut trouver l'inclinaison. C'est-à-dire que il faut trouver l'inclinaison du plan de sa trajectoire par rapport au plan de l'écliptique, puisqu'il observe la planète depuis la Terre. Donc, il faut qu'il détermine l'inclinaison entre les deux. Il faut aussi qu'il détermine les paramètres de l'orbite. Ça, c'est quand même pas simple. Hein. Il faut qu'il détermine ce qu'on appelle l'anomalie. L'anomalie vraie et l'anomalie, comment on appelle ça? Tu as l'anomalie normale, tu as l'anomalie vraie, l'anomalie... Donc, il y a une troisième anomalie, là j'oublie. Les anomalies, en fait, c'est l'angle que fait le rayon vecteur avec, par rapport à un point. Ça peut être soit par rapport au centre de la sphère qui est tangente à la trajectoire, ou soit par rapport au foyer de l'ellipse qui est de la trajectoire. J'oublie, c'est l'anomalie vraie, l'anomalie... Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a fait astronomie? Anomalie vraie et anomalie quelque chose. Il y a deux petites... Il y a l'anomalie vraie, l'anomalie moyenne, je crois. Voilà. Il faut déterminer ces deux paramètres-là. Ces deux paramètres-là vont te donner l'excentricité du machin. Et donc, il a réussi à ne faire ça qu'avec la méthode des moindres carrés. C'est-à-dire qu'il a estimé que un corps se déplace suivant les lois de Kepler. Donc, il a, il a supposé que ce corps-là va respecter ces lois-là. Et il a cherché la courbe passant par ces points, minimisant les carrés. Et c'est comme ça qu'il a introduit la méthode des moindres carrés Gauss. Donc, un docteur, il va s'intéresser à ça, il va comprendre ça et il va voir comment l'appliquer dans un autre problème. L'ingénieur, non, il ne va pas aller jusque-là. Il va pas aller jusque-là. Ben, et c'est ça la différence. Donc, ce qui fait que oui, à force de travailler sur certains sujets qui me passionnaient, par exemple, quand tu veux comprendre les travaux d'Einstein, notamment en relativité générale, tu te rends compte que tu as besoin de comprendre quelques notions de calcul différentiel, quelques notions de calcul tensoriel, et ensuite tu dois comprendre déjà, tu dois retourner apprendre la géométrie différentielle, c'est la géométrie des surfaces, hein, comment on définit les géodésiques, qui sont les points les plus courts, hein, les courbes les courbes de courte distance reliant deux points sur une surface. Donc, il faut que tu comprennes l'équation des géodésiques. Une fois que tu as compris ça, il faut que tu ailles maintenant sur ce qu'on appelle les variétés différentielles. Enfin, tu vois, donc à chaque fois, tu te retrouves en train de creuser. Et c'est un travail personnel, ce qui fait qu'au final, oui, parce qu'au final, voilà, ça te donne une certaine assise, parce que ça te passionne. C'est pour ça que je te dis, Albert, j'envie beaucoup les docteurs, oui. J'envie les docteurs en physique, docteurs en mathématiques. C'est pas le diplôme que j'envie. J'envie le travail passionnant qu'ils font. Le fait de travailler dans un laboratoire, de participer à des recherches, de faire progresser la science. Oui, j'envie cet aspect-là. C'est pas le docteur par rapport au diplôme. Non, c'est le docteur par rapport au savoir, par rapport à ce qu'il sait faire. Et c'est sur cet aspect-là que les docteurs dépassent les ingénieurs, c'est-à-dire au niveau de l'épistémologie, pourquoi on sait ce qu'on sait, comment on en arrive à savoir ça. C'est vraiment l'épistémologie qui n'est pas enseignée en ingénierie, c'est dommage. Mais les docteurs, ils sont obligés de composer avec parce que c'est une composante nécessaire de leur travail jusqu'à l'aboutissement de leur thèse. Voilà. Oui, ça c'est l'inclinaison du plan de l'écliptique en fait, hein, par rapport à l'axe pôle nord, pôle sud, oui. C'est exactement ça, la tontinate. C'est cet angle-là. Et donc, quand tu es sur Terre et que tu observes un corps céleste, non, 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 c'est pas qu'il a jamais terminé, JTAG. C'est pas qu'il n'a jamais terminé. Ils ont bien avancé là-dessus. Mais en fait, Einstein s'était concentré sur la théorie de la gravité, la nouvelle théorie de la gravité. Mais vraiment, le père de la cosmologie moderne, hein, qu'on peut appeler la mécanique céleste, si tu veux, c'est Georges Lemaître. C'est le premier à avoir contredit d'ailleurs Einstein sur son facteur cosmologique qu'il y avait sur l'équation d'Einstein. Celui le père de la cosmologie moderne. C'est pour ça d'ailleurs que et ensuite
Non, Einstein, il a fait sa théorie de la gravitation. Einstein a posé l'équation. Mais Einstein n'a même pas été le premier à trouver une solution exacte, hein, pour vous dire. Ça, c'est quelque chose quand même que les Camerounais ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire qu'un mec qui pose son équation et c'est un autre qui vient avec la solution exacte. Mais c'est ça la science, en fait. C'est pour ça qu'un scientifique, c'est décrit normalement comme un nain sur l'épaule des géants. C'est-à-dire que tu peux, la connaissance se construit au fur et à mesure. C'est pour ça que quand quelqu'un se réfère à la Bible ou au Coran, il nie toutes les connaissances accumulées depuis, parce que la connaissance se construit. Les travaux de Riemann ont été introduits par Gauss. Gauss a introduit le calcul différentiel sur les surfaces. Et Riemann, qui a été un des élèves de Gauss, a repris. Et aujourd'hui, Riemann, quand vous entendez sur la géométrie euclidienne, Riemann est venu compléter la géométrie euclidienne. C'est pour ça que quand vous entendez les gens dire oui, Thalès, Pythagore, machin, bidule, non. Quand on parle de la géométrie riemannienne, la géométrie euclidienne ne devient qu'une sous-partie de la géométrie riemannienne. C'est-à-dire que la géométrie riemannienne englobe tout. Par exemple, la géométrie euclidienne ne se concentre que sur les parties plates. Alors que la géométrie riemannienne, c'est les parties courbes, c'est les surfaces en fait. Et sauf que toutes les surfaces, localement, puis appliquer les lois de la géométrie euclidienne. C'est-à-dire que toute surface, c'est d'ailleurs la définition d'une variété. Une variété, c'est un être mathématique où localement, on peut appliquer la géométrie euclidienne. Voilà. Et donc, Riemann, certains parfois disaient que Riemann est venu contredire Euclide. Non, Riemann a complété Euclide. Un peu comme Einstein a complété Newton. Einstein n'a pas contredit Newton. L'équation de Newton était vraie pour pas mal de choses. Un mouvement d'une bagnole, le déplacement d'un avion, le décollage d'une fusée. Newton suffit pour le faire. Même d'ailleurs, le mouvement d'un corps autour de la Terre, Newton suffit très bien. Mais Einstein est beaucoup plus précis. Quand tu commences à être proche du Soleil, Newton commence à foirer. Alors, pas de grand chose, hein. Pas de grand chose. C'est-à-dire que dès lors que tu es en présence d'un corps massif ou des vitesses relativistes, Newton, il ne marche plus. Donc Einstein marche partout. Il marche même pour Newton, mais sauf que c'est très lourd. Tu veux étudier le mouvement d'une voiture en appliquant l'équation d'Einstein, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et donc la différence avec la géométrie euclidienne, c'est qu'entre deux points, tu sais facilement calculer la distance. Alors que quand tu passes en géométrie riemannienne, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle une métrique. C'est-à-dire qu'une sorte d'échelle locale. Par exemple, la métrique sur une serre, c'est ça qui fait que quand vous regardez la Terre sur un plan, la Terre projetée sur un plan, vous avez l'impression que l'Afrique est petite par rapport à l'Europe, notamment la Russie. Parce que la Russie est près du pôle Nord. La Russie est autour du pôle Nord. Et donc, quand vous transformez ça en plan, vous étirez le pôle Nord qui n'est qu'un point en une droite. Et forcément, les échelles de distance au pôle Nord ne peuvent pas être les mêmes que les échelles de distance au niveau de l'équateur. Et la seule façon de rendre compte de ça dans une équation, c'est d'appliquer ce qu'on appelle un tenseur métrique, qui va te dire, quand tu as telle latitude et telle longitude, l'échelle de longueur, c'est ça. Et quand tu arrives à telle latitude et telle autre longueur, l'échelle, c'est ceci. Voilà. Ça tient compte des variations angulaires et tout ça, quoi. Donc, on peut fonctionner avec un tenseur métrique, mais localement, quand tu veux faire un calcul local, tu peux appliquer Euclide. C'est pour ça que la Terre, elle est localement plate. Sur Terre, les lois de la physique, sur Terre, tu peux appliquer Euclide. Mais quand tu commences à aller très loin, quand tu commences à zoomer, être plus grand, tu te retrouves sur une carrosserie, il faut passer en géométrie riemannienne. C'est pour ça qu'un avion ne se déplace pas de la même façon. Voilà. Gérard Chabo Ndinibole, même si tu me dis quoi, tu n'es pas ingénieur, tu dois être. Soit tu es en train de te moquer de Marlène, je pense que c'est quelqu'un qui se moque de Marlène, là. Pas quelqu'un de sérieux, quand même. Tu n'es pas resté là 2 heures pour dire ce genre de conneries. Donc je veux bien croire que c'est quelqu'un qui se moque de Marlène. Oui, je sais, je me suis bien douté. Je me suis bien douté que c'est quelqu'un qui. C'est exactement la phrase de Marlène, en fait. C'est une phrase de Marlène. Marlène avait dit que même si on lui dit quoi, même si on lui dit quoi, elle n'acceptait pas. Oui, il y a quelques animaux qui disent que c'est un complot de blancs pour faire croire que l'Afrique est petite. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que la sphère n'est pas homéomorphe à un plan. Point barre. Voilà. C'est une phrase comme ça que ça veut dire. Une sphère n'est pas homéomorphe à un plan. Un cylindre est homéomorphe à un plan. Parce que tu peux dérouler un cylindre et l'aplatir tu ne déformes rien. Voilà. Donc tu peux. Un cône, c'est pareil. Un cône peut être homéomorphe à un plan, mais une sphère, non. Une sphère n'est pas homéomorphe à un plan. C'est pour ça que quand tu pars de la sphère pour projeter, tu es obligé soit de déchirer, ou de casser. Voilà. Si tu veux aplatir une sphère sur un plan, tu es obligé soit de déchirer, soit de casser. Et du coup, la topologie, tu rentres plus dans la topologie, puisque la topologie, c'est la science de ce qui peut s'étirer, se déformer, sans se casser, sans se déchirer. Voilà.
à la fée de Bretagne. À la fée. Je te dis, moi-même l'autre jour, je réfléchissais par rapport au nom de sa ville. J'ai dit, mais attends, son nom, le nom de sa ville là, c'est une ville prémonitoire, quoi. Elle a fait les Camerounais avec ça, quoi. Donc voilà. Bon, mes chers amis, je dois vous laisser. Il faut quand même que je continue à travailler. Il commence à être 21h26. Il faut que je travaille un petit peu. La Terre est un géode et les jeux, les sciences géodésiques, c'est un régal. Bref, j'ai mes pop-corn en étant dans mon boulot de manutention. Bah oui, on est tous des manutentionnaires JTAC, solidarité, hein. J'avais vu ta grosse Merco. Oui, oui, on est des manutentionnaires de luxe, hein. Pour acheter ce genre de Mercedes avec des grosses baraques comme ça au State. Non, non, non. La manutention, ça paye les gars. N'allez plus à l'école. Devenez manutentionnaire grâce à un Woodson. La manutention est un très, très beau métier. Voilà. Donc, je dois vous laisser. Je vous remercie. Merci beaucoup, la Tantinade de Marseille. Merci Gérard Chabot, merci Madou Anjou d'ailleurs qui vient juste d'arriver. Et puis voilà, donc essayez quand même de vérifier si la greluche est allée travailler, parce que comme je vous ai dit, in fine, c'est bien beau de venir sur Internet se targuer d'avoir des papiers, mais ce n'est que des papiers, hein. Ce qui compte, c'est la connaissance. Voilà. Et la connaissance, c'est le plus important. Et, euh, et voilà, donc s'il y a des docteurs qui pensent qu'ils peuvent aussi continuer, je ne suis pas très pédagogue, hein, je ne suis pas très bon prof, je vous parle souvent des concepts comme si vous aviez les bases, mais je ne sais pas simplifier. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de dénaturer le phénomène, mais voilà, je sais que les professeurs qui ont l'habitude de dealer avec des élèves qui ne comprennent pas trouvent le moyen le plus simple pour le faire. Alors que nous, les ingénieurs, la plupart du temps, on deal avec des collègues, des homologues, des gens qui comprennent ce qu'on fait. Donc, on n'a pas beaucoup de... Je ne suis pas très bon pédagogue. Je pense qu'il y a des concepts que j'utilise de façon très compliquée. J'adore les analogies mathématiques, hein. J'adore les analogies mathématiques. Par exemple, quand on était au lycée, quand on parlait de grimper une meuf, on parlait de tracer la normale à son plan. Oui. Donc, c'est un terme comme ça, tu vois. Tu es en train de draguer une fille de la A, je passe à côté et dis, ah, mais boum, tu veux tracer la normale au plan ou quoi? Bah oui, 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 en effet, je veux tracer la normale au plan. Donc, je suis en train de demander au gars, tu as envie de la grimper? Et il me dit, effectivement, je ne cherche que ça, la grimper, et la meuf ne comprend rien. Tu comprends? Et, euh, et parfois, on en prêtait aussi des termes de la chimie, donc l'oxydoréduction. Donc, on disait quand même que quand un homme allait grimper une nana, à partir du moment, euh, à partir du moment où il perdait quelques plumes, on disait qu'il réduisait la nana, quoi. Et donc, en réduisant la nana, il s'oxydait lui. Donc, on les appelait des réducteurs. Et donc, c'est pour ça que je me souviens un jour, je vois mon pote, Armel, il est en train de draguer une meuf, alors qu'il m'avait dit que la meuf, là, c'est sa cousine, hein. Bah, enfin, cousine éloignée, quoi. Mais je la vois, la façon dont il invite la meuf à venir à la maison, j'ai un doute. J'ai dit, mais attends, c'est pas comme ça qu'on invite une cousine à la maison. Sa façon d'inviter, là, on dirait qu'il a envie d'aller grimper la nana. Et donc, je lui dis, mais Armel, c'est pas un problème de réduction ou pas? Il me dit, oui, oui, effectivement, effectivement, effectivement. Voilà. Donc, la meuf n'a rien compris. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé utiliser les analogies de la science dans la vie courante, même dans le coche, dans la drague, et dans tout. J'étais pas non plus un idiot qui allait dire, Inanna, tu es le cosinus de mon cœur, machin. Puis non, 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 ça c'est quelqu'un qui n'a rien compris, c'est des conneries. Je savais qu'il y avait souvent des phrases parodiques de ces gens, dire, tu es le cosinus de mon cœur, la tangente de mes poumons, le sinus de mes lèvres. Moi, c'est débile. Non, quand j'utilisais la science vraiment appliquée à la drague, c'était vraiment des analogies qui avaient un sens. Voilà, c'est vraiment des analogies qui avaient un sens. Et c'est pour ça que je vous disais que quand on était petit, on n'était pas grossier. Nous, on utilisait beaucoup de termes scientifiques. Par exemple, un oscillateur, vous voyez ce que c'est, hein, c'est un corps qui fait des déplacements de part et d'autre autour d'une moyenne, quoi. Un oscillateur, c'est ça. Donc, en d'autres termes, on peut dire que ça fait des va-et-vient. Donc, quand tu avais un gars qui allait draguer une nana de la A, il dit, bon, bah, j'ai quand même envie d'osciller un petit peu, quoi. J'ai envie d'osciller, voilà. Donc, osciller, c'est fait des va-et-vient, voilà. Donc, tu vois, c'était des termes comme ça que déjà en terminale, nous utilisions. C'est pour vous dire que oui, si j'avais vraiment pu voilà. Si j'avais vraiment pu percer dans la science parce que j'avais les moyens, oui, je serais allé quand même loin, quoi. Ça m'aurait vraiment passionné. Moi, j'avais regardé à l'époque où j'ai vraiment voulu faire partie du programme Apollo. Quand j'ai dit j'aurais aimé, quoi, pardon. C'est quand j'ai vu le film sur Apollo, comment un mathématicien, en utilisant que les maths, il a ramené un équipage qui était en galère dans l'espace. C'est-à-dire que les gens, ils étaient en partance pour la Lune, donc ils étaient dans l'orbite translunaire, on appelle ça l'orbite translunaire. Ils ont perdu un moteur qui a explosé, le moteur, l'oxygène qui a explosé. Heureusement, quand tu es sur cette orbite, tu n'as pas besoin de consommer en fait. Quand tu te lances en orbite et tu te laisses guider. Et donc, ils étaient un peu coincés, qu'est-ce qui allait se passer? Et donc, il y a un mec qui avait fait quand même des calculs à l'époque en 1960. J'ai oublié le nom du gars. Putain, le père de l'assistance gravitationnelle, c'est un matheux en fait. Il a fait le calcul en disant, vous continuez juste
le trajet en direction de la Lune, vous utilisez la Lune comme fronde, donc l'assistance gravitationnelle, et sans moteur, ça va vous renvoyer sur Terre. Voilà. Donc, quand tu assistes, quand tu regardes ce film, tu regardes comment des mecs sur Terre travaillent pour amener un équipage vivant quand les gars tombent dans l'eau. Ah, non, c'était plus fort que moi. J'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes, j'ai pleuré parce que je me suis dit pourquoi je ne suis pas né dans les années 60, pourquoi je ne suis pas dans ce genre de programme. Même s'il aurait fallu qu'en 1960, je sois le seul black qui fasse partie de ce programme, j'aurais été le seul black qui aurait fait partie de ce programme. C'est un truc de fou. Donc, j'avais les larmes à l'œil de voir ce que la science était capable de faire, de voir ce que des gens qui y croient, qui n'abandonnent pas, qui regardent, qui ont compris des phénomènes. C'était... non, mais moi, j'ai fondu en larmes, quoi. J'ai fondu en larmes. Rien qu'en reparlant, si vous regardez mes yeux, vous allez voir que je suis ému. J'étais vraiment ému par cela, quoi. Par cela. C'était vraiment l'exemple typique de ce qu'on appelle un travail d'équipe, une coordination. Chacun dans son domaine, chacun spécifique. Voilà. C'était... Il faut regarder ça. Apollo 13, c'est vraiment la coordination et le travail d'équipe. Voilà. Donc, je ne sais pas qui est Fernand Lopez. C'était Apollo 13, exactement, c'est ça. Non, en fait, Eugène, en fait, on attribue souvent à tort l'aspect mathématique des travaux d'Einstein. Einstein, c'est pas Einstein, Einstein était très bon en physique, il était moyen en maths. Enfin, je vais dire moyen, non, il était quand même aussi fort, quand même un peu, hein. Donc, Einstein était bon en physique, était très bon en physique, parce qu'il savait faire des expériences de pensée, et, mais en maths, il n'était pas non plus un génie, c'était pas un génie en mathématiques. En fait, pour sa relativité restreinte, celui qui a fait les travaux, celui qui a conceptualisé ça mathématiquement, c'est Hermann Minkowski. C'est Minkowski qui a conceptualisé les travaux d'Einstein mathématiquement. C'est pour ça que tu vois en fait la métrique, la métrique plane, la métrique plate en fait. La métrique dans un univers plate, c'est la métrique de Minkowski. Et cette métrique-là, c'est en l'absence de la gravité. Dès qu'il y a la gravité, ça courbe l'espace en fait. En l'absence de gravité, on est dans une métrique d'un espace plat. Et donc, c'est la métrique de Minkowski. Tu vois. Donc c'est Hermann Minkowski qui a traduit mathématiquement les travaux d'Einstein. Mais Einstein n'a pas beaucoup de mérite sur la relativité restreinte parce qu'il y avait déjà Poincaré qui était sur le coup. Hein. Tu avais des gars comme Poincaré qui étaient sur le coup. Tu avais Lorentz qui avait commencé plus ou moins. Hein. C'est pour ça qu'on parle même souvent aussi de métrique lorentzienne, quoi, si tu veux. Donc il y avait quand même Lorentz qui avait quand même commencé un petit peu. Tu avais Poincaré qui était vraiment sur le coup. Mais Einstein est arrivé quand même avant. Et les gens, il y a toujours ce débat-là entre français et allemand, sur qui est vraiment le père de la relativité restreinte. Donc, au niveau de la relativité restreinte, la paternité, il y a un peu débat. Parce que c'était vraiment dans. Ça, voilà, ça appuyait quand même, quoi. C'était là. C'était déjà là. Là où Einstein est bon, c'est son expérience de pensée de la gravité. C'est le jour où le gars a remarqué simplement que A est égal à G. Principe d'équivalence. Toute la relativité générale porte sur le principe d'équivalence. Et tout le reste, donc sur le principe d'équivalence, et l'outil qui s'est avéré le plus simple pour conceptualiser la vision d'Einstein, c'était la géométrie de Riemann. Et c'est grâce donc à Marcel Grossmann, un Suisse, qui connaissait pas mal ces mathématiques-là, qui a aidé Einstein à l'appliquer. Donc, toutes les équations de la relativité générale, c'est Marcel Grossmann le père. C'est Marcel Grossmann qui a conceptualisé ça en mathématiques. C'est pas Einstein. Donc, on a souvent tendance à attribuer à Einstein des capacités extraordinaires en mathématiques. Non, c'était un excellent physicien, c'était un génie, arrivé quand même à faire les expériences de pensée qu'il avait là. Par exemple, réaliser que quand tu es dans un ascenseur qui tombe, en fait, tu ne sens plus ton poids, quoi. Il réalisait que s'il est en train de tomber avec une masse de 500 kilos qu'il peut tenir entre les mains, il ne ressentirait pas le poids de cette masse. Donc il réalisait que la gravité qui est à l'origine de la chute disparaissait pendant la chute. Et c'est par là. C'est tout la base. Et la deuxième question à laquelle Einstein a voulu répondre, c'était de se dire, OK, on nous explique que la vitesse de la lumière est finie. Ça veut dire que, et c'est la chose, comment dire, aucune information ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est ce que démontre la relativité restreinte. Aucune information ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, et la vitesse de la lumière est finie. Et il s'est posé une question très simple. Imaginons la Terre en orbite autour du Soleil. Et bam, à un moment donné, le Soleil disparaît. Ben, la physique de Newton nous dit qu'au moment où le Soleil va disparaître, la Terre va continuer de façon tangentielle à sa trajectoire en ligne droite.
Ça, c'est ce que dit la physique de Newton. Mais ça veut dire que, selon Newton, la Terre ressentirait instantanément la disparition du Soleil. Or, ce n'est pas possible. Vous savez que quand vous regardez le Soleil est une vraie machine à remonter le temps. Quand vous regardez vous regardez le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Parce que le rayon lumineux qui te transperce l'œil là quand tu regardes le Soleil, il a voyagé pendant 8 minutes avant d'arriver à tes yeux. Donc quand tu regardes le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Et donc, ça veut dire que même la lumière met 8 minutes pour arriver sur Terre, mais la Terre, la gravité voyagerait plus vite que la lumière. Et c'est à ça qu'il a voulu répondre à la relativité générale. C'est avec ça, parce que ce n'était pas possible. Normalement, si la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil disparaît tout d'un coup par un phénomène physique, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée, la Terre devrait mettre 8 minutes maximum, 8 minutes minimum, pardon, pour ressentir les effets de la disparition de la Terre, du Soleil. Donc elle devrait continuer sur son orbite encore pendant 8 minutes, avant à un moment donné de ressentir qu'il n'y a plus rien qui l'attire, et là continuer cette fois en ligne droite à partir du moment où elle a ressenti. Donc techniquement, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il a reconçu la physique. Et oui, avec la physique d'Einstein aujourd'hui, si le Soleil disparaît, la Terre le ressentira. Hein. La gravité voyage à la même vitesse que la lumière. La Terre le ressentira 8 minutes plus tard. Et la physique de Newton prédit, la physique d'Einstein prédit, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, la physique de Newton parlait de la gravité sans expliquer ce que c'est que la gravité. Et la physique d'Einstein est venue expliquer ce que c'est que la gravité du point de vue mathématique. On a utilisé la gravité de Newton, mais on ne savait pas d'où ça venait, quoi. Vous savez que la Terre exerçait une force qu'on appelait la gravité, blablabla. Pour Newton, la gravité était une force, et pour Einstein, ça n'en est pas une. Voilà, donc c'est vraiment deux concepts de la physique qui sont totalement différents, et qui, voilà, quoi. Voilà. Bon, mes chers amis, je sais que quand je commence à parler de science, c'est beaucoup plus passionnant, je vous dis sincèrement, que je suis même Woodson. Je peux en parler pendant 4 heures. Si j'avais le public pour, qui avait l'oreille pour, qui avait l'intérêt pour, qui interagissait pour, je peux en parler pendant 5 heures sans problème. Ça ne me lasse pas de parler de science, pour vous dire la vérité. C'est quelque chose que j'ai dans mes tripes. Voilà, comme je l'ai dit. Donc, si je continue en roue libre, je peux rester là 2 heures, je peux rester là 2 jours, je peux rester là même une semaine. Je ne vais jamais m'en lasser. Je suis le genre de gars qui peut parler science avec un mec pendant 5 heures alors que le mec ne m'écoute pas en fait. Du point de vue de la science, je suis comme un politicien. Un politicien, c'est quelqu'un qui peut arriver dans une salle où il n'y a que 2 personnes et prononcer un discours comme s'il y avait 1000 personnes. Mais moi, en science, c'est pareil. Moi, en science, c'est pareil, en fait. Je peux arriver dans une salle où il n'y a personne qui m'écoute, je parle de science tout seul, parce que ça me fait du bien. Donc, du point de vue de la science, en fait, quand Serge parle de science, je suis comme un politicien quand il fait un discours dans une salle. Parce que même un politicien qui fait un discours, il est préparé à ça. Il sait que même si personne ne l'écoute, il fait quand même le discours proprement sans regarder ça. Il fait son travail. Alors que moi, en politique, je peux pas parler de politique si personne ne m'écoute. Mais la science, non, je peux très bien parler science à quelqu'un pendant 4 heures, alors que ce dernier s'en fout, mais royalement de moi, quoi. Parce que je sais que la science, c'est chiant. C'est chiant pour beaucoup de personnes. Quand tu commences à parler d'équations, de tenseurs, de variétés, de vecteurs, de bivecteurs, de normal, enfin bref, des conneries comme ça, il y a plein de gens qui décrochent, c'est normal. Voilà, il y a plein de gens qui décrochent. Parce que c'est chiant. C'est chiant. C'est mieux quand même que. C'est plus intéressant de fumer un Woodson pour ces gens-là. Et c'est normal. C'est pas un reproche. Hein. La science, c'est pour des fous. C'est des gens qui sont fous. Voilà. Donc, Noël Abessolo, qui est la fan supérieure, la fan number one de la Greluche, ouais, effectivement, effectivement. En tout cas, mes chers amis, je vous souhaite une excellente soirée. Et si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, il y a 71 personnes, j'ai envie de croire que même le jour où je parle de science, il n'y a que Raoul que j'ai insulté. Hein. Il n'y a que Raoul que j'ai insulté. J'ai envie de croire que vous étiez tous d'accord quand même. Hein. Il n'y a pas de désaccord. Logiquement, je devrais avoir plus de 71 cœurs. On est d'accord. Mais je crois que non. Il y a des gens qui regardent qui regardent. Mais c'est Serge. J'ai envie de liker. Mais si ça avait été Mvoutou qui parlait comme ça, là, j'aurais même mis 500 likes. Mais ça m'énerve. C'est kikinette. Je mets pas. Il veut même mettre la main comme ça. Tu as un champ magnétique qui pousse la main, quoi. Tu vois. Le champ magnétique pousse la main. Voilà. Donc c'est plus fort que. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Et à très bientôt, les gars. Bye bye.